y ait des grosses barrières à l'entrée. Et donc, je pense que c'est vraiment le challenge, moi, de l'entrepreneuriat qui m'a fait m'y intéresser. Décidément, on n'a pas eu la même expérience en entrepreneuriat. J'ai été tellement exposé à la potentialité et à la réalité de l'humiliation publique que ça m'a mis une pression de psychopathe sur la tête. Est-ce que c'est le meilleur moment pour entreprendre quand on est études parce qu'on n'a pas de responsabilité? Il faut être capable de faire des choix, des certains sacrifices sur sa vie perso. Du moins, au début, les gens, c'est ma réponse. Sinon, moi, j'ai pas de thunes, j'avais pas d'argent. Et la création de contenu, c'est gratuit. Et donc là, nous, juste en faisant les golements dans notre écran, on peut toucher 500 000 personnes. Un investisseur, s'il veut racheter ta boîte et qu'en regardant un petit peu, il se rend compte que 90% des ventes, elles viennent de ton image personnelle et que toi, tu veux vendre, bah, si demain tu étais dans la boîte, ça veut dire qu'il pense. Donc ça, c'est un énorme problème. Toi, tu vends ton premier truc, dans mon premier cours de 25 euros, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf, je me disais, putain, mais c'est exceptionnel, tu peux faire de l'argent avec rien, avec un téléphone, genre c'est dingue. Bah, je vais faire 1000 balles en 45 minutes. C'est-à-dire le salaire de stagiaire que je dois avoir en 4 mois en bossant de 9h à 22h. C'est le déclic mental. Quand t'es en 1v1 avec une personne et que t'as 1 heure pour le convaincre, si t'es bon, t'y arriveras. C'est tout. Si t'es pas bon, t'y arriveras pas. Bonjour à tout le monde. Alors déjà bienvenue ici pour cette table ronde sur l'entrepreneuriat étudiant. Donc ici on a le plaisir d'accueillir deux entrepreneurs qui ont entrepris pendant leurs études, voire en fait qui sont tous les deux en cours d'études ou qui n'ont pas terminé et qui ont en même temps un parcours d'influenceurs. Donc en fait ils ont une toule et une triple casquette. Et donc on a le plaisir d'accueillir d'abord Simon Lemouche qui nous vient de l'EDEC à Lille, qui nous vient de Lille pour la conférence, et qui est connu sur les réseaux sous le nom de Simon ST, pour les probablement vu pour ses vidéos humoristiques, et qui a fondé du coup AST Prêt. AST Prêt, voilà, ça me manquait, qui est du coup une prépa pour rentrer en AST dans les écoles de commerce, et donc voilà, c'est la plateforme numéro 1 en France, et qui a en même temps voilà, une carrière d'influenceur. Et on accueille aussi Clément Jeunet, qui est connu sur les réseaux sous le nom de Clément Sofran, et qui lui a monté pendant ses études à HEC, il est actuellement en double césure. Est-ce qu'il terminera ses scolarités à HEC? On verra. Et ma maman, elle veut en tout. Et donc, sa boîte, c'est Zenith Jira qui aime en fait, les entreprises à adopter Jira dans leurs différentes activités. Donc voilà. On va avoir quelquefois un moment d'échange, un peu d'interview, puis ensuite des moments plus Q&A, du coup d'échange avec le public. Donc on espère que ça vous plaira. Très bonne conférence à tous. Clément, Simon, merci d'être venu jusqu'ici, sur le campus de Clément Guettard. On va commencer par une question très large. Pourquoi l'entrepreneuriat et pas une voie plus classique comme on passe en école de commerce, comme la finance ou le conseil? Déjà, merci beaucoup pour l'accueil. C'est la première fois que je viens ici. J'ai pris le bus 6132 dans tous les sens. C'était très compliqué. Mais je suis là. Donc merci pour l'accueil, ça fait vraiment plaisir. Donc, pour répondre à cette question, en vrai, quand je suis arrivé en école, forcément, j'avais le finance conseil en tête, enfin surtout le conseil pour ma part. Mais en fait, plus j'avançais, plus j'ai rencontré des entrepreneurs, plus je me suis rendu compte que c'était un peu la voie difficile. Il y avait beaucoup de challenges avec le fait de créer son entreprise. Et moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, le fait que ce soit difficile, le fait qu'il y ait des grosses barrières à l'entrée. Et donc, je pense que c'est vraiment le challenge, moi, de l'entrepreneuriat qui m'a fait m'y intéresser. Et surtout de me rendre compte que, voilà, quoi, on pouvait. Enfin, c'était la meilleure voie après ces études pour bâtir des trucs de folie. Non pas que tu puisses le faire avec un job classique, mais je me suis dit vraiment l'entrepreneuriat, ça va me permettre d'utiliser mon plein potentiel. Ça, c'est vraiment le truc, c'était de me dire je peux maximiser tout dans l'entrepreneuriat, d'apprendre tellement de trucs que je vais forcément apprendre plein de compétences qui vont me servir, beaucoup plus que n'importe où en fait. C'est marrant, c'est ça que tu dis du coup. Ouais. Ok, bah moi pas du tout. Pour le coup, c'est pas vrai. Alors déjà merci à tous, à toutes et à tous à des minutes, c'est sympa. Parce que effectivement des bagues de noces que tu as dit dans ta story, mais bon, vous avez peut-être des choses à tirer de ce qu'on va raconter. Alors moi pourquoi l'entrepreneuriat, c'est ça la question. Alors c'est pas vraiment cette histoire de potentiel moi qui m'est venue direct. Alors je dirais qu'il y a une raison un peu de personnalité. Et après, il y a un aspect beaucoup plus terre à terre et pragmatique. Où bon, je pense que dans l'entrepreneuriat, depuis très longtemps, je pense que j'ai ce truc un peu d'entrepreneuriat, tu vois, de dire, ok, j'aime bien faire les choses de ma manière, comme disait, faire les devoirs d'une certaine manière, j'avais pas envie de le faire comme ça. Il y avait plein de petits trucs où je me dis, j'aime bien faire les choses de ma manière, j'aime pas trop quand je dois faire les choses. J'avais des intuitions entrepreneuriales, et je savais pas trop. Et après, quand je suis lancé en entrepreneuriat et que j'ai commencé à faire de l'argent dans l'entrepreneuriat, bah en fait, moi, après, j'ai fait un calcul entre la finance, le conseil et tout. Et je me suis dit, ok, si là, je suis ce que HEC globalement me fait aller et que je vais en finance en conseil, bon, je vais sortir à 50, 60 k brut, 25, 26 ans. Je me suis dit que
Globalement, après, il faut enlever évidemment sur les 50-60 d'autres. Alors déjà, sur les 50-60 d'autres qu'on dit, c'est ce que disent les étudiants qui sortent des masters, mais il n'y a pas tout le monde qui répond. Et en fait, quand on regarde un peu dans le détail sur les 180 personnes de l'impro, il y a 20 vélos qui ont répondu, donc les moyennes de salaire, elles sont pas forcément objectives. Donc bon, si on est plus ou moins réaliste pessimiste ou réaliste optimiste, on est entre 50 et 65 k bruts en sortie, en finance ou en conseil. Et après, ce que je me suis dit, c'est bon, au bout de 3-4 ans, on va peut-être monter à 60, 75, 80. Mais à ça, il faut enlever le prêt pour ma part, sur ce brut. Aussi. Voilà, donc il faut enlever le prêt. Il faut enlever les 20 ou 25% de cotisations qui font passer du brut au net. Donc en fait, si vous faites les calculs, il faut enlever le fait que si vous voulez avoir des salaires comme ça, il faut être dans une grande ville. Donc il faut être à Paris, il faut être à Londres, etc. Donc je paye un loyer à 1,5 ou à 1,8. Plus ta bouffe à 400 ou 150 euros par mois, plus les sorties, etc. Donc en fait, si tu fais vraiment le calcul de façon rigoureuse, t'enlèves le prêt, le machin, bidule, bah, tu te rends compte que t'es pas riche tout de suite quand même, hein. Enfin, t'es pas riche déjà tout de suite, mais même dans une perspective d'enrichissement, ça va prendre du temps. Tu vas mettre du temps et ça va monter petit à petit. Et en plus, ton taux horaire, il faut quand même prendre en considération ton taux horaire. Mais si tu vas en Big Four, en M&A, machin, tu fais du 9h au 12h, il y a ça aussi en prendre en compte. Donc, en fait, j'ai fait les calculs comme ça. Je me suis dit, ok, là, j'ai à temps dans l'entrepreneuriat. En plus, je vais construire un actif qui se valorise, que je peux revendre plus tard. J'ai mon temps comme je le souhaite. Je peux vivre où je veux. Je suis en full remote, j'ai pas de bureau. J'économise sur plein de trucs. Ça me plaît ce que je fais. Et bon, là, du coup, je vais pas monopoliser la parole, je vais en passer sur la suite. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je me suis vraiment posé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est évident qu'il faut que je continue dans l'entrepreneuriat. Et je serais même très très con d'aller en conseil par rapport à ce que je suis en train de faire. Et ça, des fois, et je sais que ça m'est pas venu tout de suite, quoi. Ça m'est venu au bout de 3, 4, 5, 6 mois, je sais pas toi, mais c'est quand je commence à vraiment réfléchir, à faire les calculs, etc. Et parce que j'ai vu que tu avais fait des vidéos où tu parlais de combien tu gagnes vraiment, etc. Et en fait, quand je te pose, le choix est pas forcément différent. Mais après, ça dépend de toi, de ta personnalité, ce que tu as envie de faire, est-ce que tu es prêt à prendre des risques ou pas. Mais voilà. Donc, je dirais que c'est ça, l'entrepreneuriat. Je le sentais par rapport à ma personnalité. Et après, aussi, d'un point de vue pragmatique, je me suis dit que c'était le meilleur move à faire sur l'échiquier, en fait. Voilà. Donc, toi, Clément, c'était à la fois un choix rationnel, mais aussi un peu un gut feeling. Est-ce que vous, tous les deux, vous vous sentiez un peu l'âme d'un entrepreneur? Est-ce que vous avez déjà lancé des projets avant de lancer respectivement ASQ Prep et Zentia, ou c'est des connus? Alors moi pas du tout. Ma première expérience entrepreneuriale, parce que je considère que c'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment les vidéos. En fait, moi j'ai commencé à faire des vidéos YouTube parce que j'avais, en fait pour la petite histoire, je voulais intégrer la gendarmerie, parce que moi mon rêve c'était de faire le GIGN. Et en fait, j'ai été recalé des concours sous-officiers, voilà, noté éliminatoire à l'oral, j'avais compris des astres de la vie. Bref, du coup j'avais zéro plan B, j'avais pas de master, rien. Enfin, c'est all-in quoi, la gendarmerie, je me suis dit sous-officier, c'est moi de me prendre, enfin je suis assez bon, bref, ils m'ont pas pris. Et du coup, je suis allé en année sabbatique, année blanche, année de césure. Et du coup, je me suis dit, bah, pour ne pas me faire chier, je vais réaliser les concours été. Donc, il y a le tâche d'image de TOEIC, très difficile, hein. Bon, on va passer, le tâche d'image de TOEIC à passer. Et je vais faire un troisième truc pour m'occuper. Et là, il y avait des vidéos, donc vidéos YouTube dans ma chambre. Alors, à côté, parce que je voyais beaucoup de prépa qui faisaient des vidéos faciales. Bah voilà, hier, je suis défoncé en colle. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu 2 sur 20 au partiel. C'est la tête merde. Bah, moi, je voulais faire pareil avec les ST. Et en fait, de fil en aiguille, bah, faire des vidéos comme ça m'a. En fait, sans me rendre compte, j'étais un peu dans l'entrepreneuriat, le fait de créer des vidéos, de trouver des nouveaux concepts, d'avoir une audience, et puis après, monétiser un contenu. Mais en fait, la réponse à cette question, c'est que j'ai jamais entrepris, je me suis jamais dit, de toute ma vie, quand je suis rentré à l'EDEC, même avant, je me suis dit, je vais devenir entrepreneur. Par contre, quand ça m'est tombé dessus, en vrai, la vérité, je me suis découvert des qualités d'entrepreneur, et en fait, j'ai vraiment saisi l'occasion. Mais c'était pas dans ma famille, c'est pas des entrepreneurs, etc. Mais je me suis vraiment découvert ça au fur et à mesure des expériences. Et je pense que c'est vachement ça l'entrepreneuriat. Souvent, on pense que tu dois être né comme ça pour le faire, que tu dois avoir des qualités. Alors évidemment, il y a des qualités à avoir, je peux en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment pas facile l'entrepreneuriat. Mais c'est pas, faut arrêter de le délire en mode faut être gifted, etc. Non, c'est un chemin. C'est pas que j'ai une idée, je me lance, c'est aussi des opportunités, c'est aussi des trucs qui viennent sur le chemin. Et donc voilà, c'était très progressif finalement. Ok, ok. Ouais, alors moi, l'entrepreneuriat, bon, je pense que beaucoup, j'ai été un peu biberonné à YouTube pendant une grosse partie du collège et du lycée. Et donc, j'ai déjà, en fait, dès mes 14-15 ans, j'ai commencé à développer une culture entrepreneuriale via des vidéos YouTube, soit d'entrepreneurs, voilà, d'infopreneurs, qui est la partie plus business en ligne d'entrepreneuriat. Et ça, je pense que bah, ça a joué carrément sur la volonté entrepreneuriale. Après, je me suis dit, non, en fait, c'est possible, il y a ce type-là, ils arrivent à faire des trucs et tout. Combien de trucs que je m'étais dit, c'est bah, si lui, j'y arrive, pourquoi pas moi? Et je sais que j'avais été insolite, j'avais essayé de faire
j'essayais de faire des trucs parfois sur internet, pour les logos, de faire des trucs comme ça, mais c'est des chiants, on était mineurs, il fallait faire, je sais pas, voilà. Mais bon, j'ai fait un peu des trucs comme ça, mais pas grand chose. Mon vrai premier projet entrepreneurial, c'était un peu un test. C'est juste en sortie de la prépa, mais c'est un peu un délire. C'est que j'ai écrit un livre parce que sur Amazon, en fait, ils avaient sorti un truc qui est l'auto-édition. Et on n'avait pas besoin de passer par des éditeurs pour mettre des livres sur Amazon et essayer de les vendre. Et donc moi j'avais écrit un vieux livre un peu dans une niche où il y a beaucoup de gens qui achetaient ça parce que c'était la mode, donc c'était pas du développement personnel. Donc j'avais fait un livre là-dessus que j'avais essayé de vendre, j'avais fait 20 euros, je crois, ou 30 balles, enfin c'était pas terrible. Et, mais j'avais persévéré, je me rappelle, parce que j'avais pas voulu rester sur cette échec. J'aurais dit, attends, j'écris bien et tout. Je sais pas, un peu, voilà, j'en fais très bas, on écrivait comme des malades, enfin, on fait pas trop mal quand même, a priori. Je me dis, oh, c'est pas normal et tout. Du coup, j'ai réécrit un livre, je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui donne plus envie d'acheter. Donc, j'ai écrit un livre érotique. Voilà. Je me suis dit que là, mon persona, c'était. J'ai fait un truc à la. Comment ça s'appelait là? Le truc érotique, les collégiennes à notre époque, là. Les Wattpad. Non, le livre, la série, si quelqu'un connaît, je crois que c'est After, je suis pas sûr. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Et ben, je me suis dit, j'ai eu un After, et j'ai fait, vas-y, je refais la même chose à ma sauce. Et là, je suis sûr que ça va se vendre parce que c'est un personnage qui achète plus que mon truc de développement personnel qui était que pour des mecs. Et donc, j'ai fait un peu plus de vente, hein, je vais faire 60 euros. Donc, j'ai fait un x3. Mais bon, c'était pas le succès escompté, quoi. Donc ça, c'est ma première expérience salariale, vraiment, où j'ai fait un produit, j'ai essayé de le marketer. Après, je me rappelle, j'avais payé de la publicité pour j'avais mis 10 balles pour un peu le booster, etc. Mais j'avais pas des taux de conversion. Voilà. Et après, finalement, ça m'a fait, parce que pendant la prépa, je entreprends. Après, je suis arrivé à HEC, la F3, c'est la gauche, la GEP, le M1. Finalement, après, je me suis lancé en M1 et ma vraie première expérience entrepreneuriale, c'était pour ma boîte actuelle Zenithia. Et ça a marché très vite finalement. Et après, bah, un peu comme Simon, j'ai découvert pas mal de qualité. Et après, j'ai dû voir avec quoi. Et là, je me suis rendu compte que c'était ma voie parce que je me suis épanoui en le faisant. Donc, si tu t'épanouis en. Ça aurait pu ne pas être le cas. Enfin, nous, on avait un projet associé, par exemple, dans Zenithia qui voulait partir au milieu parce que ça ne correspondait pas. Mais en tout cas, ceux qui sont restés, avec mon associé, mon autre associé, du coup, comme ça, c'est fini. Justement, tu parlais de la débauche en L3. D'après vous, comment on peut essayer d'éviter de se faire aspirer par ce mood de l'école de commerce à faire que des soirées, que sortir et se concentrer sur des projets qui demandent quand même beaucoup de temps? Moi, je suis entré en M1, donc en ASC. Donc déjà, j'ai pas eu la purge de la L3, j'ai pas eu cette chance, mais j'ai vu les dégâts que ça faisait sur mes camarades de l'association. Mais quand même, quand tu arrives, surtout à l'EDEC, c'est, enfin, comme toutes les écoles, mais à l'EDEC, c'est vrai que c'est assez mal pissé, c'est très assaut, donc très soirée tout le temps, tous les jours, à toutes les heures de la journée. Donc forcément, moi, la question s'est posée, surtout quand je commençais à faire des vidéos et que ça commençait à marcher et que j'ai commencé à voir le potentiel, le sorti du tunnel en mode, faut créer un truc, de dire, ok, Simon, tu peux pas faire ça et faire du sport et sortir tous les soirs et te mettre minable en OP. C'est pas possible, il va falloir faire des choix dans ta vie. Et donc en fait, je pense que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le sport, du coup. Le cadre, je me forçais à faire du sport le matin. Parce qu'en fait, quand tu sais que tu as ta séance à 8 h le lendemain, tu vas pas te faire tunnel jusqu'à 3 h du matin dans la coloc. Je vais essayer voilà, de dire, bon les gars, je m'en vais, etc. Et je pense aussi, c'est vachement. Ce qui compte beaucoup, c'est surtout les autres de votre association. Moi, j'ai eu la chance. Donc, moi, j'étais c'est une job service, du coup, on donne une émission pour des étudiants, c'est EJM. Et en gros, ils étaient vachement respectueux parce que je sais, ça joue beaucoup aussi. Genre, ils étaient pas là quand je partais tôt des soirées en mode ah, vas-y frérot, non, t'es sérieux, vas-y, reste un peu, vas-y, envoie-toi un shot et tout. Ils étaient grave en mode non, vas-y frérot, en vrai, tranquille. De toute façon, on se refait une soirée dans 3 4 jours, etc. C'était vachement. Donc, je pense que ça compte beaucoup ça, l'entourage, surtout votre asso qui sont très proches de vous pour pas vous tirer vers le bas. Je sais qu'il y a des assos plus foraines que d'autres où là, on va plus te regarder bizarrement si tu vas pas aux soirées. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça, le sport, l'entourage. Et après, après, les gars, vous êtes disciplinés, vous avez fait prépa, vous savez vous mettre un cadre. Des fois, il faut juste se dire, ok, là, il faut que je taffe sur le projet, ça prend du temps. Je m'autorisais 1, 2 sorties max par semaine, mais j'en profitais bien. Parce que aussi, je me rendais compte que quand je sors tous les soirs, en vrai, la 5e soirée de la journée, de la semaine, pardon, ouais, de la journée, ça peut arriver. Et à un moment donné, ça commence à être redondant. Alors que quand tu as 1 ou 2 soirées par semaine, t'en profites plus, quoi. T'es pas asséché. Donc voilà, voilà comment on peut survivre. Mais en tout cas, c'est faisable parce que moi, ça m'a pas du tout empêché de vivre à fond ma vie associative, ma vie étudiante, de faire plein de potes, développer mes réseaux et créer ma boîte. Donc c'est pas.
Sinon, on n'a pas eu la même expérience entrepreneuriale, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, comment ne pas se faire happer par l'école de colo et tout ce qui va avec et les soirées? Alors, bah, du coup, moi, j'ai pas cherché à ne pas me faire happer la première année parce que j'étais plein dedans. Euh, En fait, la L3, enfin, après, ça dépend des gens, mais moi, je sais que la prépa, j'ai beaucoup travaillé parce que j'avais pas mal de retard à rattraper parce que je venais d'un lycée de province où j'avais beaucoup de retard initial, on va dire. Et donc, juste après la prépa, j'avais pas du tout la tête à travailler. Donc, en fait, je me suis pas forcé. Et j'ai vraiment, voilà, j'ai rejoint des assos qui me faisaient kiffer. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes. J'étais là à toutes les pots. En décembre, en janvier, je suis parti en GEP aux États-Unis avec un petit pote, avec plusieurs potes que je m'étais fait du coup pendant 4 mois. Là, GEP, n'importe quoi, on sortait 4 fois par semaine, on voyageait. Enfin, j'ai pas trop cherché. Alors, sur la fin de la GEP, j'ai eu mon idée de business sur la fin de la GEP. J'ai commencé à bosser sur mon business sur la fin de la GEP. Donc, au début, j'ai pas cherché à faire un juste milieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait avoir un peu tout seul. Parce que là, du coup, on est en septembre 2023. J'ai cherché un associé pendant l'été, je l'ai trouvé. Et donc, j'ai lancé mon business en septembre 2023. Donc, à ma rentrée de démarre. Et, euh, et là, j'ai fait un truc un peu particulier, c'est que j'ai mis ma grosse télé sur les réseaux et j'ai dit bonjour, je vais écrire et je vais placer les 10 000 euros par mois en moins 90 jours. Ce qui était un peu audacieux. Mais en fait, ça a déterminé complètement mon équilibre de vie, si tu veux, entre école et perso. Parce que comme j'avais dit à tout le monde sur les réseaux de façon publique, et évidemment, en 2 jours, ça avait fait tout le tour du campus, et tout le monde se fait de ma gueule, et tout le monde disait qu'est-ce qu'il raconte, 10K par mois, c'est ce qu'on va gagner dans 10 ans, il va faire ça en 90 jours, mais c'est ce qu'il gueule. Ce qui en soi, bon, c'est le but, hein, parce qu'évidemment j'ai fait faire ça, donc ça me pèse un peu, tu vois. Mais bon, les gens étaient évidemment très très surpris, pour ne pas dire moqueurs de cette ambition. Mais moi derrière j'avais parlé, tu vois. Donc faut assumer. Et donc en fait je me suis mis tellement une pression de l'humiliation publique d'arriver au bout de 90 jours et que les gens sur le campus ils me disent bah alors frérot, les tickets par mois on en est où? Parce qu'il y a des gens qui me disaient ça. Alors les tickets par mois, machin, blablabla. Et ben j'ai été tellement exposé à la potentialité et à la réalité de l'humiliation publique que ça m'a mis une pression de psychopathe sur la tête et du coup j'étais vraiment focus quoi. J'étais comme un taré. Et là, à partir de, ça devait être le 15 septembre, si on remonte sur mon Instagram, la première vidéo, c'est 10 septembre, tout comme ça. Bah, à partir de là, en fait, j'avais même plus en soirée et tout, parce que j'ai juste en mode, j'ai parlé, faut assumer, quoi. Et là, moi, j'ai pas eu d'équilibre du tout. Et je me suis mis dans ma chambre d'HEC. Pendant les cours, je travaillais. Le soir, je bossais jusqu'à 3 heures du mat. Ensuite, je dormais, je me levais à 11 heures, je séchais le cours de 2 heures. J'avais un rythme en fait où j'ai essayé d'avoir des grosses plages de travail. Moi, je peux pas me déranger au milieu par le cours ou par d'autres trucs. Et après, j'ai charbonné et finalement, les résultats sont arrivés super vite parce que j'ai eu le premier client en 3 semaines. Et donc après, c'est plus tard en fait que j'ai commencé à avoir un petit équilibre de vie. Si tu veux. Et personnellement, j'ai plutôt sacrifié ma vie d'étudiant en aimant. Et, euh, et j'ai un peu perdu des potes aussi, et je m'isolais, etc. Mais parce que c'était plus important pour moi que ma boîte elle réussisse. Et moi, je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Mais j'ai pas réussi, en tout cas comme Simon, à sortir 2 fois par semaine quand j'étais au début, que j'avais parlé, que j'avais fait le malin et qu'il fallait assumer. Tu vois. Du coup, vous êtes d'accord avec la phrase de Xavier à propos de la HEC qui dit qu'il y a deux possibilités, c'est l'alcoolisme ou l'entrepreneuriat. Bon, je pense qu'on peut être les deux, hein. C'est incompatible. Mais non, enfin, je sais pas, ouais, c'est vrai que l'alcool, c'est une grosse matrix en école. Mais en fait, moi, je me dis toujours, quand on est jeune, on a plein d'énergie. Et moi, je trouve que notre génération, on la canalise beaucoup dans. Alors, moi, je fais la fête, évidemment, mais même si je bois pas une grosse quantité d'alcool non plus. Mais je trouve qu'on canalise notre énergie, tu vois, pas de la meilleure des manières. Genre, on va sortir, on va faire des gros trucs, on va s'envoyer méchants, etc. Parce on est survolté, etc. Alors que pour moi, quand on est jeune, toute cette énergie, toute cette hargne qu'on a, toute cette frustration, pareil, si vous avez eu des épreuves, etc., il faut la canaliser dans un truc comme l'entrepreneuriat, comme le fait d'avoir un projet dans le travail en fait. Moi c'est mon idée, alors il y en a qui sont en désaccord, et quoi de mieux que l'entrepreneuriat parce que c'est tellement difficile, tu dois mettre tellement d'énergie, tu disais Clément, tu as dû sacrifier, moi aussi, tu vas passer des nuits entières sur le projet, etc. Que en fait finalement, ouais, quand tu as cette dopamine qui vient de ton travail, en fait l'alcool, tu penses même pas quoi. C'est ta source principale de bonheur, ça détermine ton comportement, si t'es content, si t'es pas content, ça dicte ton rythme. D'un moment à l'autre, ton associé t'appelle, il te donne une mauvaise nouvelle, tu peux passer la meilleure journée de ta vie et passer à bah ok, je suis la gueule.
Donc non, moi pour moi, je pense c'est un peu extrême, mais si quitte à choisir, moi je vous conseille quand même l'entrepreneuriat. Ouais, non, l'alcoolisme ou l'entrepreneuriat. Il y a une journée ce soir ou pas? Il y a une go? Non, c'est demain. Ça aurait pu être demain, ouais. Vous voulez s'envoyer d'accord. Non, je sais pas. Non, ouais, c'est Xavier Niel, du coup, qui a dit ça. Oui, moi, je n'ai pas grand chose à dire de plus que ce qu'a dit Simon, globalement, je suis assez en phase. Mais ce qu'il disait aussi, Xavier Niel, c'est que c'est le meilleur moment pour entreprendre quand t'es en études. Et ça, je trouve que c'est quand même. Il y a des choses sur lesquelles c'est vrai, des choses sur lesquelles c'est un peu moins vrai. Mais overall, en général, je pense que c'est très très vrai. Parce qu'on n'a pas de responsabilité, on a. Par exemple, en général, on n'est pas marié, on n'est pas fiancé, on n'a pas de gosse. On n'a pas de pression. Donc, si on a un prêt étudiant, c'est pas maintenant qu'on va le rembourser, c'est plus tard. Donc on a du temps pour générer des sources de revenus en actif ou en passif. Globalement, c'est vrai que c'est le meilleur moment pour se lancer, mais il faut être capable de faire des choix et certains sacrifices sur sa vie perso, du moins au début. Parce qu'il faut quand même avoir cette vision un peu à moyen terme, où moi par exemple, avec ce que j'ai construit là en 2 ans et demi, presque 3 ans, je sais que dans les prochaines années, j'ai la vision d'un business qui tourne sans moi. Donc avec l'équipe, des process, des automatisations, bon, soit c'est mon domaine, des automatisations, donc c'est mon truc, mais j'ai une vision où j'échange plus mon temps contre de l'argent. Et ça, c'est comme si j'avais fait un investissement pendant que je pouvais le faire quand j'étais étudiant, qui derrière va me rapporter pendant les 30, 40, 50 prochaines années, et de ce long terme, et que je sais pas trop ici, mais donc ouais, il faut aussi voir comme un investissement. Et pas juste comme je sacrifie ma jeunesse ou je sais pas quoi. C'est pas si simple que ça, tu vois. Bon, on va dire. Pour revenir sur le sujet d'être entrepreneur en étant étudiant, est-ce que vous avez été satisfait de l'accompagnement de vos écoles respectives à ce niveau-là? Est-ce que vous avez pu avoir des aménagements en tant qu'entrepreneur étudiant? Quel est votre avis sur ça? Euh, alors, euh, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait du micro-trottoir sur le campus de VTech, j'allais voir des billets, genre, demandé, vous sortez combien de fois par semaine, ou avec quelle école vous mettez. Bon, bref, je faisais un peu n'importe quoi. Donc, je me suis mis dans la tête que l'EDEC n'allait pas m'aider de toute manière, et que j'avais pas besoin d'eux. Et en fait, il s'est avéré que, l'EDEC, alors, il y a un truc EDEC Entrepreneur, qui est le truc des entrepreneurs, etc., qui est OK, qui fait du bon travail. Maintenant, de là à t'aider, bon. Moi, je pense que ma meilleure aide dans l'école, c'était les autres, mes camarades qui avaient leur ambition et tout. Mais l'accompagnement, à la limite, le seul truc où ils m'ont vraiment aidé. Après, tu vois, moi, c'est pas un bon exemple parce que je suis pas allé chercher l'aide non plus, mais je sais qu'il y a des incubateurs, machin. Enfin, moi, ça m'intéresse pas, ce truc. Mais en gros, là où ils m'ont juste aidé, c'est que j'ai pu faire un stage, 6 mois de stage. Donc, ma B2, j'ai pu la faire dans ma boîte. Donc, ça, c'était la meilleure aide que vous pouvez me faire, c'était me foutre la paix et pas m'obliger à faire 6 mois. En M&A ou en strat, donc merci pour ça. Je demandais pas plus honnêtement, j'ai jamais dit, tu vois, ouais, putain, c'est rien que les deck mail et ça. En vrai, je m'en fous un peu, honnêtement, je suis toujours débrouillé sans eux. Maintenant, c'est vrai que dans certaines écoles, t'as des styles qui peuvent t'aider, ça dépend vraiment de l'école. Mais force est constatée. Alors après, t'as des modèles différents. Moi, je suis pas trop dans le truc PC, levé, etc. Je suis vachement strap, genre des tout seul, comme toi, Clément. Et du coup, dans mon cas, l'école va pas t'apporter énormément. Par contre, si là, tu as intérêt à lever des fonds, te rapprocher de l'écosystème startup, là, pourquoi pas se rapprocher de tout ce qui est incubateur, accélérateur, etc. Donc là, bénéficier vraiment du réseau de l'école, tu vois, genre la Moufat, le SCD, genre HEC, l'incubateur, etc. Mais ouais, moi, dans mon cas, personnellement, ça m'a pas aidé. Ouais, du coup, HEC et l'entrepreneuriat. Est-ce que HEC m'a aidé? C'est un peu compliqué comme question parce que, exactement comme Simon, de toute façon, quand je suis dans l'entrepreneuriat, de base, il faut avoir la mentalité d'attendre des deux personnes. Parce que c'est pas leur boîte, ils en ont rien à foutre de toi, la plupart des gens en ont rien à foutre de toi. Et globalement, c'est pas eux qui vont aller faire la discussion, c'est pas eux qui vont les vendre, c'est pas eux qui vont faire le projet, c'est pas eux qui vont se confronter au marché, c'est pas eux qui vont devoir changer leur stratégie au milieu, c'est pas eux qui vont se prendre des portes, ils en ont rien à foutre. Et tout le monde en a rien à foutre. Donc en soi, j'en veux pas à HEC de pas m'aider. Ce serait même une victimisation complètement malhonnête que de dire oh j'aurais adoré que HEC m'aide sur tout l'aspect opérationnel de mon business et de ma vision parce que quand même j'ai gagné 20 000 € l'année, tu vois. En vrai, ce serait malhonnête de dire ça, donc je vais pas dire ça. Donc HEC donc, ne m'a pas aidé effectivement sur tous ces aspects-là. Après, j'aurais pas demandé d'aide non plus, mais le problème c'est que HEC aurait pas été bien placé pour m'aider sur la plupart des choses que je voulais faire. Parce que si tu regardes mes tunnels de vente et d'acquisition actuelles, je vois pas qui a HEC, enfin c'est des choses qui sont trop modernes, trop récentes, trop
il faut vraiment être dans le game et dans le truc et voir les nouveautés. Le problème, c'est que souvent, la plupart du temps, les écoles vont être un peu en retard sur ce qui se fait aujourd'hui, sur ce qui marche aujourd'hui, et encore plus si on parle de réseaux sociaux, si on parle d'un nouveau business dans l'IA, parce que tu as des modèles de langage qui sont sortis il y a 6 mois, c'est pas HEC qui va m'aider là-dessus, tu vois. Donc, sur l'aide vraiment là-dessus, HEC m'a pas aidé plus que ça. Par contre, là où HEC m'a aidé, et là, il faut être honnête, c'est sur la marque, c'est sur la brand. C'est sur tout le storytelling que j'ai pu faire sur mes réseaux et aussi sur tous les appels de vente que j'ai fait. C'est un peu 1000 en 2 ans. J'ai fait 1000 appels de vente avec des darons, des plus jeunes, tout ce que tu veux. Oui, bonjour, je m'appelle Clément, j'ai fait HC Paris, machin. Donc, moi, je suis au profil commercial et donc, je présentais des autres, je suis la donc CTO des Initia. Donc, l'idée de cet appel, c'est qu'on va blablabla. Bon, bah, juste le fait, c'est une petite phrase qui dure 15 secondes au début de mon appel, c'est ça ma rentabilité d'HEC. C'est pas autre chose. Et au final, comme effectivement, j'attendais pas vraiment autre chose d'HEC. Je m'en sers dans mes contenus sur LinkedIn en tant que marketing. Mon premier mot sur mon compte LinkedIn, si vous allez voir, si tu as vu Clément Gélé, j'ai pas mal d'abonnés sur LinkedIn, j'ai genre 18 000 abonnés, un truc comme ça. C'est HEC Paris, la première lettre. Et du coup, les gens, quand j'ai demandé en connexion ou alors qu'ils voient mes posts, la première chose qu'ils voient, c'est HEC. Et donc, si on fait des stats et que j'envoie 100 demandes de connexion, en plus j'ai un gros compte, etc., j'ai 50% des gens qui m'acceptent. Si j'avais pas mis HEC au début, j'aurais peut-être que 20% des gens qui m'acceptent. Donc en fait, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est nos branding. Et là-dessus, HEC m'a aidé parce que je ne sais pas le mesurer, mais il y a plein de ventes que j'ai dû faire que si j'avais pas fait HEC, c'est peut-être pas moi qui aurais eu le projet. Parce que j'étais en concurrence avec d'autres personnes. Et ça fait combien sur 2 ans, mais sur 700 000 euros générés, tu vois. Donc là, HEC m'a aidé. HEC m'a pas particulièrement aidé sur tout ce qui est opérationnel, sur la stratégie, sur la vision. Par contre, le logo HEC m'a aidé sur le storytelling, sur le branding, sur la crédibilité. Et sachant que, voilà, après, il faut être un peu malin. Moi, on m'appelle les ventes, je ne sais pas. Bonjour, je suis étudiant en N1 à HEC Paris. Je dis, j'ai fait HEC Paris. Je laisse une ambiguïté. Tu vois, je ne dis pas, je suis diplômé d'HEC Paris depuis 3 ans, machin. Je dis, c'est vrai, j'ai fait le N3, j'ai fait le N1. Et donc, en fait, les gens se posent pas la question. Et donc, ils disent, ah, ok, ouais, c'est des HEC, moi, j'ai pas un. Ils se disent, mais mec, j'ai 28 ans, c'est bon, ça fait 3 ans que j'ai ma boîte, c'est vraiment 3 ans que j'ai ma boîte. Et ça suffit pour que dans leur tête, j'apparaisse comme quelqu'un de crédible, de fiable, sur lequel ils peuvent se projeter, tu vois. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'HEC m'a aidé, et finalement, pas du tout. D'ailleurs, en ce qui concerne ta scolarité à HEC, elle est un peu chaotique. Tu veux vous expliquer un peu les aménagements que tu as réussi à obtenir? Ouais, c'est un peu particulier. Oui, bon, deuxième chose, je sais, il est sympa, c'est qu'ils ont accepté de faire une dérogation, puisque du coup, je me suis lancé en M1. Si vous vous rappelez de ce que j'ai raconté tout à l'heure, j'ai dit que j'allais faire plus de 10 cas par mois en 90 jours. Au final, bon, on a mis un peu plus que 90 jours, mais personne n'a rattrapé, donc c'est pas grave. Et on est à peu près en janvier, et on avait fait un peu plus de 33 000 euros de chiffre d'affaires de souvenir. Donc on commençait quand même, on avait réussi à faire de l'argent. Et janvier, février, mars, c'est là où il faut chercher les stages. Il y a le truc Carrefour HEC là. Et moi, c'était un peu ma deadline dans ma tête. Et donc là, je me posais la question, ok, là, en gros, avec Nancy, on est très clair, on s'est dit, si là, je commence à chercher un stage, et je fais un stage en septembre de 6 mois, et que j'enchaîne, machin, et que je suis pas peut-être sur le business, sachant que j'ai manqué 70 ans de personnel, la boîte, elle va avoir un gros temps d'arrêt, quoi. C'était évident, fallait pas se leurrer. Et or, on avait déjà fait 33 000, alors que c'était le bordel. Il n'y avait rien qui était en place. C'était vraiment, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas optimisés. On sentait qu'on pouvait faire x6, quoi. Et juste qu'il nous fallait du temps pour structurer, pour dépurer, pour s'occuper et pour mieux structurer les choses. Et donc là, je me suis dit, l'idéal, ce serait que, en fait, j'ai pas besoin de faire mes stages l'année d'après. Et que je sois full-time. Parce que je faisais pas grand chose en cours et que je faisais juste d'avoir plus de def, quoi. Donc j'étais pas en mode je vais A et B, j'ai plié à 4, je n'avais rien à foutre, tu vois. Moi je voulais juste valider, donc je faisais strict minimum. Et comme ça prend pas de temps, fait les cours. Et là par contre les stages, j'ai trouvé un stage, c'était télé quoi. Là je me rendais compte que c'était un game de shark. donc, donc je me disais, moi j'ai pas le temps de faire de trouver des stages. Et du coup je suis allé les voir et je leur ai dit, ouais j'aimerais doubler ma césure, parce que je savais qu'on faire une césure. Mais la césure perso, je veux l'inverser. Je veux pas la faire dans 2 ans. Normalement, c'est dans l'ordre, je dois faire d'abord la césure professionnelle, après la césure personnelle. Et j'ai dit, moi, je veux inverser. Et la césure personnelle, du coup, je fais ce que je veux. Donc, je développe ma boîte. Ce qui fait qu'à partir de janvier, j'avais de janvier à décembre, et j'avais aussi toute l'année d'après, où je suis en césure perso. Alors, les autres, ils font des voyages en Asie pendant césure perso, ils font des road trips et tout, et ils rentrent plein sur ça. Bah, moi, j'étais en mode, au moins, ça me laisse 2 ans pour faire un maximum de cash
et pour déjà valider le concept et ma vision, etc. Et pour créer une boîte robuste qui dépend après de moins en moins de moi aussi. Et après, il faudra faire mon année de séjour professionnel, mais je peux faire une partie dans ma boîte. Ça, je vous le dis, pour ceux que ça intéresserait, tu peux négocier avec eux, enfin pas négocier, non, mais tu peux faire une partie dans ta boîte qui sera comptée en tant que sage. Donc là, théoriquement, je suis un sage dans ma boîte. Et après, il me reste 6 mois à faire dans une autre boîte. Et là, bah, je vais voir comment je me débrouille. Mais maintenant, j'ai beaucoup de réseaux, j'ai beaucoup de contacts, etc. Et, et c'est moins le bordel parce que vu que j'ai une équipe maintenant, on est quasiment 15 dans Zenithia, que j'ai là tout qui sont automatisés et tout, c'est moins grave si j'ai un peu moins de temps dans les 3 prochains mois, tu vois. Donc après, moi, j'ai juste à valider mes stages. Et après, par contre, j'ai mon M2. Et là, j'ai encore. On va parler de la créateur économie, parce que vous êtes tous les deux lancés sur les réseaux. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur les réseaux pour commencer? Alors moi, j'avais du coup vu qu'il n'y avait pas de vidéo sur les SD, alors j'avais beaucoup sur les concours d'émission sur qui personne n'en parlait, ou alors c'était des prépas véreuses depuis 10 ans qui faisaient des articles pas à jour, enfin ouais, c'était de la merde quoi. Même moi je galérais à me renseigner. En fait moi j'ai toujours bien aimé un peu transmettre tout ce que je savais. Et donc je me suis dit bah personne s'en occupe, bah, je vais me routiner quoi. Donc je vais vraiment réduire ce manque d'informations. Donc vraiment le but au départ de la création de contenu n'avait aucun but capitalistique. C'était vraiment, je fais du contenu parce que je pense qu'il y a un manque d'infos et j'aurais bien aimé que quelqu'un, voilà, c'est ça, j'aurais bien aimé que quelqu'un le fasse quand je le fais. Quoi. Donc voilà, d'avoir un peu cette posture. Et après, bah évidemment, en fait, ça c'était la première étape. Et donc pour ça, puis après, je prends le jeu en fait rapidement, c'est un peu les réseaux, c'est assez sympa pour ça. Bah, tu veux tester de nouveaux formats, tu veux faire plus de vues, tu veux gagner plus d'abonnés. Donc après, bah, j'ai commencé à faire des micro-trottoirs à l'éveil, donc lancer sur les formats pour Instagram et TikTok. Et après, ce qui a vraiment fait le switch de ce qui m'a fait continuer, c'est d'avoir un produit à vendre, du coup, parce que je prépare pour essayer. Donc là, en fait, j'avais plus. Avant, je faisais vraiment les vidéos de manière bénévole, me donner des infos, ce qui me fait plaisir, hein, en soi, c'est une passion avant tout. Mais là, j'avais la carotte derrière de me dire, bah, ça me permet c'est un tunnel d'acquisition vers mon offre. En fait, tous les gens que j'enseigne peuvent potentiellement me payer la formation et me permettre d'en vivre. Et là, du coup, la motivation c'était beaucoup plus simple. Là, je pouvais beaucoup plus réfléchir, non pas en créateur de contenu, mais en intégrant la création de contenu dans l'entrepreneuriat. Et là, le game, il a un peu changé. Et c'est là où c'est devenu un peu passionnant. Et en fait, après, le challenge, ça a été de garder un peu cette ADN de transmission de valeurs, d'informations et tout, authentique, tout en vendant de temps en temps ponctuellement ta boîte. Après, ça dépend du business model. Moi, évidemment, pas comme Clément, je peux pas avoir le même discours que lui, parce qu'on ne vend pas du tout la même offre, on ne vend pas du tout les mêmes choses aux mêmes gens. Mais en fait, au final, c'est le même challenge, c'est que tu vas adapter ta manière de parler à tes clients, qu'est-ce qui les intéresse et comment tu vas les draguer pour que derrière ils viennent acheter ton produit. Et c'est ça qui était, c'est un switch qui est intéressant. Donc au début, tu vois, comment du plaisir, je pense que quand tu crées du contenu, au début, ça doit être dans l'idéal. Alors après, moi, ça, c'est ma vision, mais dans l'idéal, quand tu crées du contenu, ça doit être un truc qui te passionne au départ. Et après, justement, je fais des vidéos sur le sport, genre, je fais du sport camp, je sais pas quoi. Et après, du coup, tu dis, ok, j'ai une audience, comment je la monétise? Bah là, du coup, c'est des programmes de coaching, des programmes sportifs, sèches, prise de masse, etc. Mais tu vois, ça part de base que tu fais ta passion. Tu fais du sport, tu pars de là, et pas tout de suite. Chacun a se mettre dessus, mais pas tout de suite, genre, ok, je fais du contenu pour vendre. Pour moi, ça deviendra plus naturel et l'avancera plus facilement. Même si, encore une fois, l'autre modèle marche, mais ça dépend énormément du produit que vous vendez et surtout du personnage. Ouais, donc pourquoi la création de contenu, pourquoi j'ai fait ce choix aussi? Il y a plusieurs raisons, on va dire qu'il y a deux raisons principales. Alors, encore une fois, contrairement à toi, Simon, moi, il est vraiment un but capitalistique dès le début. Donc, c'est intéressant. Donc, vous avez vraiment deux visions différentes, parce qu'il n'y a pas de truc qui marche pour tout le monde, il faut aussi faire son propre chemin et voir ce qui marche pour vous. Moi, il y a deux raisons à la création de contenu. Alors, la première raison, c'est. Pour ça, c'est pas capitalistique, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le fait de mettre ma tête, de m'engager, d'associer mon image à un objectif, bah, derrière, ça m'a obligé, ça m'a forcé à pas mentir à moi-même et à passer à l'action pour de vrai. Parce que quand on est en entrepreneuriat, il y a des gens qui disent ouais, j'ai lancé ma boîte, je suis entrepreneur, machin, mais c'est des menteurs. C'est-à-dire qu'ils se mentent à eux-mêmes et ils font pas les vraies actions qu'il faut faire pour avoir des résultats. Et ils ont passé 6 mois à faire un site internet, à bosser leur logo, à faire des trucs qui servent à rien en fait. Alors que donc là, le fait d'avoir dit que j'allais faire de l'argent très tôt, ça m'a forcé psychologiquement à me concentrer sur ce qui allait ramener d'argent. C'est-à-dire envoyer des messages, faire des appels de vente, envoyer des devis, pourquoi tu m'as pas fait mon devis, explique-moi, j'ai envie de comprendre pour les prochains, ajuster l'offre, tenter un truc 3 fois plus cher, tenter un truc 2 fois moins cher, voir ce qui se passe, aller chercher les feedbacks. Enfin, c'est ça, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est pas
c'est pas de la branlette intellectuelle quand 6 mois sur un business plan, en 10 ans, ça n'a pas de sens. Et le problème, c'est qu'on peut très vite se faire avoir par ce genre de réflexion. Donc, première raison de la création de contenu, c'est que ça m'a forcé, on m'a forcé psychologiquement à me concentrer sur une bonne chose. Et deuxième raison purement capitalistique, et là c'est un peu le côté rationnel et pragmatique, c'est qu'aujourd'hui, je voyais autour de moi des gens dans des niches qui n'avaient rien à voir, en muscu, en divertissement, ou alors en mégonie, hein, c'est pareil. Des gens qui, grâce aux shorts, grâce à Instagram, grâce à TikTok, etc., faisaient des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues sur des vidéos. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à toucher des centaines de milliers de personnes. Et ensuite, c'est la loi des nombres. C'est que même s'il n'y a que 1% ou 0,5% des gens qui vont être pertinents par rapport à ce que tu vends derrière, par rapport à ce que tu rediriges, c'est énorme. Parce que tu touches 500 000 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça représente 500 000 personnes. Quand on fait une vidéo qui perce, etc. Or, c'est gratuit. Quand au début, et je pense que c'est pareil pour Simon, moi j'ai pas de thunes. J'avais pas d'argent. Et la création de contenu, c'est gratuit. Tu peux te filmer avec ton téléphone, tu as tous un téléphone. Tu peux faire le montage sur CapCut, machin, ça coûte rien. Tu postes, ça prend du temps, mais ça prend que tout le temps. Donc en fait, globalement, le game de la création de contenu, c'est qu'au début, tu n'as pas d'argent et tu as un moyen de potentiellement toucher, si t'es bon, des millions de personnes pour zéro. Donc en fait, c'est de la publicité massive, gratuite. Donc pour moi, les gens qui ne se lancent pas dans la création de contenu, alors oui, c'est difficile, oui, il y a encore des autres, oui, les gens ils vont juger, oui, on va te critiquer, oui, tu seras cringe, je sais que ça marche, évidemment. Mais tu te rends compte d'un point de vue business que ça représente. C'est énorme. Enfin, je veux dire, avant les réseaux sociaux, avant les téléphones, avant InstaShort, avant TikTok, pour toucher des centaines de milliers de personnes en même temps, et derrière qui te connaissent et qui se redirigent, qui aillent sur ton offre, etc., fallait passer à la télé. Fallait dépenser super cher pour être mis sur une audience de 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Il fallait que ça coûte super cher. Si tu n'as pas une audience, que tu n'es pas bon en organique et que tu fais de la publicité en ligne, que tu payes méta pour être visible devant 400 000 personnes, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Et donc là, nous, juste en faisant les collements devant notre écran, on peut toucher 500 000 personnes. Et c'est pas grave s'il y en a 300 000 c'est des haters, s'il y en a 300 000 qui n'auront rien à foutre de notre entreprise, etc. Parce qu'ils vont amener du monde. Ils vont amener le monde avec le monde, en fait. Et sur tous les gens qui vont se ramener, et ben, il y en a forcément derrière qui vont être intéressés si tu as bien fait les choses, si tu as fait un bon milieu qui est pertinent, comme le disait Simon, par rapport à ton avatar client, par rapport à ce que tu vas vendre derrière, etc. Mais derrière, je vais faire des ventes. Et moi, j'ai des posts sur LinkedIn, si vous allez voir mon LinkedIn, si vous allez voir mon Insta, ceux qui ont percé, etc. Parfois, un seul post, il m'a rapporté plus de 50 000 euros. Un seul post. Et aujourd'hui, j'ai plein de marques qui me contactent sur LinkedIn, etc. et qui me demandent de faire des posts sponsorisés et qui me disent fais-moi un post et je te donne 1500 euros pour un post LinkedIn qui va me mettre 30 minutes à faire. Et je le fais pas parce que c'est pas dans ma DA, etc. et que, enfin, c'est bizarre que je commence à promouvoir des outils qui sont pas les miens et tout, mais c'est pour vous rendre compte de l'argent que ça représente d'arriver à faire une vidéo ou un post, etc., qui fait des centaines de milliers de vues, c'est énorme. Donc, création de contenu, c'est de la publicité massive, gratuite, qui demande que ton temps. Donc, en fait, ne pas le faire, ce serait juste criminel de ne pas le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait. Donc pour vous, c'est vraiment le futur de la économie. Alors oui, le futur, bah, en vrai, je pense que c'est bien parti. Hein. Vu comme ça monte, les chiffres font que monter. Maintenant, il y a des bébés de 6 ans qui sont sur TikTok à se former des gameplays de Subway Surfer. Donc à partir de là, je pense qu'on peut se dire que la création de contenu a de beaux jours, devant elle. Mais non, non, ouais, en tout cas, je sais pas si c'est l'avenir, j'ai pas assez de recul dessus. Par contre, c'est hyper puissant comme des éléments, je suis grave d'accord. Genre, bon, pareil, ça va me poser les 3K pour un TikTok. Bon, après, c'est des trucs de crypto bizarres, mais voilà quoi. Mais ouais, quoi, enfin, c'est hyper puissant. Et en fait, là, on parle de. Alors oui, vous dites, putain, 3 000 € pour un TikTok, et il faut qu'il le fasse. En fait, mais ce qui est surtout puissant, c'est de ramener toute cette audience vers un produit. En fait, c'est ça le personal branding. C'est aujourd'hui, moi, ma marque, ASC Trend, elle fonctionne parce que c'est la plateforme de Simon, en vérité. Parce que oui, c'est une bonne plateforme, mais ça reste la plateforme de Simon. Et en fait, vu que j'ai un café en capital sympathie avec les gens, que les gens me connaissent, que j'ai donné plein d'infos, etc., les gens s'attachent à moi, parce qu'ils me voient partout tout le temps. Donc je suis vraiment, ils peuvent pas m'échapper, même aux toilettes, je suis là sur YouTube, ils me voient en vidéo. Donc en fait, bah, il y a de la tâche qui se crée, et c'est très très puissant. En fait, quand tu vends un produit, c'est qu'en fait, ils s'associent à ta marque, et en fait, ils se disent, ok, bah, ce mec-là, je lui fais confiance, bah, tiens, pour ma thune. Et ça, pour le coup, c'est hyper, hyper puissant. Et moi, aujourd'hui, j'arrive à battle avec des mecs qui sont là depuis 10 ans dans le marché, des mecs ouais, qui sont passés par les meilleures écoles, qui sont sur le marché depuis 10 ans. Moi, j'arrive à les battle en 1 an et demi en étant slip, en faisant des TikTok. C'est dire à quel point c'est puissant.
c'est que effectivement ça te donne une portée que, comme a dit Clément, tu n'auras jamais de ta vie en fait, l'organique. Ouais, et j'ai une stat du coup sur la raison, ce que je dis, quand il parle de personal brand, donc de marque personnelle, c'est ce qui crée de la confiance. En fait, comme les gens, ils te voient, ils ont l'impression de te connaître, ils ont l'impression que tu es avec eux, etc. Inconsciemment ou consciemment, ça dépend des gens, ils te font plus confiance. Et une des bases de la vente, je vous dis, pour en fait gagner la bulle de vente, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, la personne n'a pas flashé 1500, 2000, 3000, 10 000 euros, 20 000 euros, c'est pas possible. Et en fait, c'est aberrant, je vous donne une stat basée sur des centaines et des centaines d'appels, c'est que pour vous rendre compte de la force du personal brand, c'est que moi, quand je redirige vers une offre, si c'est moi qui fais la bulle de vente, bah, mon image, etc., même pitch, même produit, tout ce que tu veux, etc., je vais vendre entre 50 et 60% du temps. Alors que si je prends quelqu'un de mon équipe qui est très bon en vente, hein, bon, pas un débutant, etc., par contre quelqu'un de formé, qui fait beaucoup d'appels, etc., et qui va faire tout pareil, qui va tout faire bien, il va jamais dépasser les 40% sur mon offre. Et la plupart du temps, il sera à 30, 35%. Donc on est quasiment divisé par deux. Et évidemment, vous imaginez sur 20, 30, 40 appels par semaine. Ce que ça représente. Et ça, c'est grandement lié au fait que les gens, si c'est moi qui fais la veille, ils me font confiance naturellement parce que j'ai créé une marque personnelle, je me suis confié sur mes difficultés quand j'ai fait du public, j'ai raconté ma vie, parce que j'ai donné des conseils gratuitement sans en avoir rien à faire, que j'ai dévoilé des stratégies sur des formats un peu plus longs. Donc les gens me font confiance et donc je vends plus facilement. La marque personnelle, c'est super puissant pour ramener de l'audience, mais c'est aussi puissant pour vendre en fait. Et c'est pour ça qu'il faut différencier les influenceurs c'était la grande époque où en fait, quand on commençait influence et création de contenu, c'était je ramène beaucoup de gens, je fais des divertissements et après je fais des placements de produits. C'est un peu la première génération, je pense, de la créateur économique. Mais nous, il y a un autre segment de la création de contenu qui est que nous, on ne fait pas de placement de produits. Pourtant, on nous en propose. Hein. Nous, derrière, on utilise cette audience pour vendre nos offres. Et ça, ça change tout en fait. C'est pas bien payé. Et voilà, je me suis rendu un peu, mais bon. J'ai peur que ce soit un peu une épée à double tranchant et que vos boîtes développent une dépendance vis-à-vis de votre image. Si pour une raison X ou Y, vous étiez amené à avoir moins de temps à consacrer à vos boîtes, comment est-ce que vous géreriez ça niveau image, communication, etc. Ouais. Je suis totalement de cela. Moi, je suis en plein dedans. Donc, effectivement, là, on se dit, le personal brand, c'est pour bien, on peut faire des centaines de milliers d'euros avec ça, c'est génial, et ça. Il y a quand même un problème au fait de développer le personal brand, c'est que ça nous du temps. Comme ça marche, nous, après, dans notre business, on se rend vite compte qu'on a tout intérêt à faire encore plus de contenu, plus de réseaux. Moi, au début, j'ai plus sur Insta, moi, je suis sur Insta, LinkedIn, TikTok, YouTube, je suis partout. Donc, en fait, on crée une situation où parfois 80 à 90% des ventes dépendent directement de mon image. Et ça peut être un problème. Mais ça va dépendre des business models, ça va dépendre de ton objectif avec ta boîte. Est-ce que tu veux faire du cash? Est-ce que tu veux te sortir le plus large possible? Est-ce que tu veux valoriser ta société? Ça pose en particulier un problème si tu joues le jeu de ta valo. C'est-à-dire que tu te dis que ta boîte c'est un actif et que tu veux la valoriser sur le long terme, à 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, pour qu'elle vaille plusieurs millions, puis ensuite tu vendes et que derrière tu prennes un tiers en tant que cofondateur. Et si tu t'es pas dilué parce que tu n'as pas fait rentrer des investisseurs, et ben tout départ et tu peux sortir avec un bon ticket. Donc si tu joues le jeu de la valo, un investisseur, s'il veut racheter ta boîte et qu'en regardant un petit peu, il se rend compte que 90% des ventes elles viennent de ton image personnelle et que toi tu veux vendre, si demain tu es dans la boîte, ça veut dire qu'il compte. Donc ça c'est un énorme problème. Et donc au bout d'un moment, il faut se servir de tout le cash que tu as fait pour, en fonction de ce que tu veux faire, si tu veux la valo, si tu veux le cash, etc., pour créer de moins en moins de dépendance par rapport à toi. Et ça, tu vas créer moins de dépendance par le recrutement, en développant des canaux différents. Par exemple, j'ai de l'argent, donc j'ai pas d'argent. Maintenant que j'ai de l'argent, je peux développer des bases. Par exemple, publicité en ligne. C'est beaucoup plus prévisible, ça dépend moins à moi, et je vais embaucher des acteurs qui vont faire mes publicités en ligne. Je peux faire des choses comme ça. Donc, je peux optimiser pour décorréler mon image personnelle. Et là, bon, je vous donne un tip, parce que je suis en train de bosser en ce moment, et c'est un peu une idée que j'ai eue. Mais là, je suis en train de voir aussi pour recruter des gens qui seraient un peu mes doubles. Tu vois. Donc, en gros, je vais essayer de. Pour ça, du coup, c'est pas encore fait, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis en train de voir pour en fait avoir d'autres personal brands qui en fait feraient de la création de contenu comme moi. En gros, je leur dis deviens mon concurrent. C'est comme si je voulais être mon plus gros concurrent, sauf que je redirige vers mes offres. Et t'as pas à gérer tout le reste. Et la vente, le produit, le suivi, tout ça qu'on a fait, que ça m'a mis 2 ans et demi à faire.
toi, tu as juste à faire du contenu. Et donc là, en faisant ça, je pourrais construire un truc où on a 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes malades sur le même business. Et là, forcément, j'ai pas, enfin, c'est plus la game, etc. Bon, ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est pour ça que c'est marrant que tu poses la question. Mais effectivement, il faut y penser. Et donc, c'est pas toujours bien de dépendre que d'une seule personne. Pour revenir sur le côté business, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez eu votre premier client? Parce qu'on dit souvent que c'est le plus dur à obtenir quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, alors moi j'avais créé un Discord, je sais pas si vous connaissez Discord, donc voilà, c'est une petite communauté privée, c'est assez geek, étudiant. Du coup je redirigeais du coup ma communauté, enfin les gens qui regardaient mes vidéos vers un Discord. En fait, ouais, mon premier client, je crois, je donnais des cours particuliers de TOEIC, genre à 25 € l'heure, parce que j'ai eu un gros score, j'ai eu le score max au TOEIC. Et du coup, j'ai vendais ça à 25 € l'heure. Et en fait, les gens me connaissaient, ils sont sur mon Discord, donc fans, double fan. En vrai, c'était assez facile. D'où l'importance aussi quand t'as une audience, pas juste avoir une audience lui parler, mais en fait, avec le temps, avec l'attachement, avec la valeur que tu vas donner. Et en plus, ça, c'est ce que beaucoup de créateurs de contenu font maintenant avec les communautés privées, mais si tu les rediriges vers un truc gratuit où ils ont encore plus de valeur, où ils font un peu partie de l'équipe, tu vois, les insiders, genre, tu vois, genre l'équipe de Clément, les insiders de Simon, etc., bah là, ils vont être encore plus qualifiés. Et en fait, tu vas pouvoir leur vendre encore plus facilement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a énormément, des influenceurs, des gens qui vendent des produits, etc., qui créent des Discord, qui créent des communautés, ou alors des groupes WhatsApp, etc., pour encore plus se qualifier, pour les faire sentir comme des insiders, encore plus de valeur, leur faire un sentiment d'appartenance et leur vendre. Et moi, c'est sans ça, j'aurais sûrement pu vendre grâce à mon audience, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais par contre, ce qui est vrai, ce que tu dis, c'est que une fois que tu vends ton premier truc, bon, ton premier cours de 25 €, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf, je me disais, putain, mais c'est exceptionnel, je peux faire de l'argent avec rien, avec un téléphone, genre c'est une dinguerie. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est les plus durs à avoir, mais effectivement, quand tu les as après, bah, tu vois, tu commences à réfléchir, tu commences à avoir la motivation, tu dis, bah, attends, j'ai rempli un moto qui je pourrais faire 10 la semaine prochaine, pas 250 €, je fais ça 4 fois, putain, ça fait 1 € par mois, putain, la dinguerie. Et en fait, tu réfléchis comme ça, et là, tu te dis, ouais, ça tourne, ça tourne. Prends le premier truc, c'est dur, mais une fois que c'est fait, bang. Ouais, première vente, bah, très marrant ton anecdote, Simon, parce que moi, ma première vente, du coup, elle était à HEC. Donc, j'étais en septembre, là, quand je faisais le keynote sur les réseaux. Et j'ai eu le même déclic que toi. Parce que je me rappelle très bien, et j'ai partagé ça en plus avec mon ancien associé qui est plus chez Insta aujourd'hui, et je lui avais montré, et j'ai bien fou. C'était un. En fait, j'avais. Bon, comment j'ai fait concrètement 250 mails par jour, 20 messages personnalisés par jour, quand j'ai fait le temps 1, une vidéo par jour sur les réseaux, et j'essayais de ramener un appel de vente. Et après, c'était que d'achat, et t'inquiète, ton problème, j'essaie de tout, on savait pas encore le faire, et on envoyait un devis, et ça passe tant mieux, ça passe tant mieux, sur. Voilà, ça, c'est le comment. Et du coup, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire ça. Et c'était une agence immobilière, je crois, qui avait pris les premiers appels au début. Et je lui avais vendu un vieux chatbot un peu miteux. Et c'est fou parce que j'avais un peu. Enfin, à ce moment-là, je ne savais pas vendre cher, etc. C'est le premier. Donc, premier réflexe au début, je me dis, je vais pas commencer à vendre un truc super cher. Pour lui, c'était 25 €. Moi, c'était 1000 €. Parce que c'est quand même du free. Donc, c'est pas le même game. B2B, c'est pas tous les mêmes sortes de vendeurs comme B2C, dans les particuliers. Donc, moi, c'était à peu près 1000 €. Et je sais que je trouve ça cher. Tu vois, 1000 € à l'époque, dans le référentiel d'étudiants qui ne mangent pas trop con, c'est cher. Et je lui avais fait le devis, il avait accepté. Et je sais qu'il avait accepté, mais pareil, j'ai eu un déclic comme toi en mode, mais j'étais en mode, what the fuck. Enfin, j'ai envoyé un mail, le type il est venu en appel. Je lui ai dit, non, mais t'inquiète, on peut faire exactement ce que je veux. Enfin, j'ai fait 45 minutes d'appel. À la fin, il m'a dit, envoie une proposition. Le soir même, j'ai fait un vieux Word avec ChatGPT pour lui envoyer le truc avec on met quel prix, j'avais une zone, on fait quoi, on fait 1000 balles, ok vas-y 1000 balles. Je l'ai envoyé, 2 jours après il me dit ok c'est bon, je signe, on démarre la semaine pro. J'étais comme un con, alors vraiment j'étais en mode mais attends là je viens de faire 1000 balles. Et il m'a fait, et nous on lui avait dit de payer avant qu'on fasse, tu vois. Et du coup il m'envoie le virement genre le lundi 1000 balles comme ça, sur mon compte perso. Parce que j'étais en auto-entreprise, et en auto-entreprise tu peux mettre, enfin tu peux mélanger les comptes, tout bref. Et là, j'ai eu le même prix que toi, mais en fois. Enfin, je suis ma en littéralement 50 minutes. Juste parce que j'ai parlé à un inconnu que je connaissais pas. Et que, apparemment, j'ai suffisamment gros pour qu'il ait armé confiance en moi, qu'il soit prêt à me donner 1000 balles. Bah, je vais faire 1000 balles en 45 minutes. C'est-à-dire le salaire de stagiaire que je dois avoir dans 4 mois
en bossant de 9h à 22h quand il y a des délits. Et bon, on va pas parler, t'as juste fait quand même. Mais bon, vous avez compris. Et donc là, tu sais que moi, ça m'a mindfuck. J'ai montré à mon pote, pareil, il est en mode où il est comme ça, mais frérot, t'as jamais fait une mission, hein. Ouais, mais je lui ai dit que j'avais fait des automnes pour des hôtels avant, parce que j'ai fait ça pour le Maroc. Et ça s'est passé. Tu vois. Et donc là, j'ai eu le déclic. Et après, pareil, je commence à faire le calcul. J'ai dit, attends, je vais faire 1000 balles. Donc bon, on est en France, malheureusement, donc en fait, c'est 500 balles. Et donc, mais bon, j'ai quand même fait 500 euros en 50 minutes. Donc là, je viens de faire 500 euros l'heure. Et là, tu me rappelles dans ma tête, je me suis dit, non, mais en fait, je suis passé sur les faire ça. Toutes les heures de ma vie, je me vends un truc à 1500 balles, et je prends 500 balles, enfin, t'imagines, je fais 3 ventes par jour, je fais 1500 par jour, je fais 30 000 par mois. Et là, j'ai commencé à faire le calcul dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je. Et donc, raison de plus pour lesquelles je suis allé au bout après, machin, j'ai commencé à me rendre compte que c'était une dinguerie l'entrepreneuriat. En fait, ça a pété toutes mes barrières mentales. Ça a, d'un seul coup, une vente à 1000 balles. Et 2 semaines après, je l'ai vendu un truc à 3 600 euros par mois. À l'ancien de HEC, que j'avais même envoyé un message sur LinkedIn. C'était une boîte dans l'éducation qui faisait Prof Express. Et, bref, j'ai fait un ABM, pareil, j'ai fait 2 ABM, donc en 2 heures. Et j'ai donc fait 1600 x 3, fait le tour horaire, pas mal. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Mais plus important que les premiers clients, c'est le déclic mental. Parce qu'en fait, ça détermine tout. Tant que tu n'as pas ce déclic mental de putain, je suis capable de vendre ça, et c'est vraiment dans ma poche, ça m'appartient, et j'en fais ce que je veux, bah en fait, tu te rends pas vraiment compte. Là, vous m'écoutez, vous nous entendez parler, vous dites ouais, c'est possible et tout. Mais tant que t'as pas reçu le putain de virement sur ton compte de 1500 balles cash là-dessus, et ben t'y crois pas. Et puis après, 6 mois plus tard, j'ai fait un mois à 45 000. Et donc sur tout le mois, je recevais plus de 1000 euros par jour. Ça, c'est un autre palier. Et donc là, du coup, as un autre déclic mental. Et du coup, maintenant, maintenant, si je reçois un virement de 1000 balles sur 10 jours, je suis en mode putain, mais qu'est-ce qu'on prend, tu vois. Et donc après, ça change complètement de game. Et là, récemment, j'ai fait un webinaire, un niveau de truc d'acquisition, on a fait 150 000 en 2 semaines. Donc c'est un autre palier, tu vois, plus de 100 000 en 2 semaines. Et donc petit à petit, après, tu te rends compte que tout est possible. Et c'est normal, parce que sinon, il n'y aurait pas des gens qui sont multimillionnaires, qui sont super riches, des PDG qui se payent 35 millions en 10 ans de par an, des trucs comme ça serait pas possible. Donc c'est forcément que c'est possible. Mais tant que tu le vis pas, c'est vrai que c'est compliqué de se rendre compte. Toi, c'est des 25 profils et des écrans particuliers. Donc tu te rends compte quand tu as des écrans particuliers que c'est possible de faire 500 800 euros par mois. Et puis après, quand tu vois un truc animal, bah, c'est possible de faire 10 000 euros par mois. Et puis là, récemment, j'ai vendu un truc, on fait tout à 25 000 euros. Bah, je me rends compte que maintenant, je suis capable de vendre 25 000 euros. Et j'ai fait 2 appels de vente pendant 2 heures. Donc, ouais, c'est probablement pour trouver son premier client, bombarder, parler aux gens, faire des appels de vente. Et après, le déclic mental fera la suite. Et en ce qui concerne l'offre de croissance donc, de vos boîtes, le bootstrap, ça vous est apparu comme une expérience ou c'est un moment où vous avez envisagé la levée de fonds, ou pas forcément, vous ne connaissez pas, très adéquat avec vos boîtes. Bah moi, quand je me suis lancé, je faisais pas cette histoire de levée de fonds de Bootstrap et tout, j'ai mis tout ce que j'avais dans mon compte courant dans la boîte, quoi, pour payer le dev. Mais en vrai, genre, il y a des. Moi, le Bootstrap, ça me va parce que c'est aussi genre, la mentalité de. Enfin, moi, ça me gavait un peu l'histoire. Juste Bootstrap, besoin que ça passe et on commence avec zéro, quoi. On lève pas de fonds, on n'a pas d'argent, on y va et en gros on fait de l'argent avant avant tout. Limite. Enfin, en premier. La première option c'est les contacts de lutter le premier jour. Bon. Ouais, c'est ça, ouais, t'as vraiment rien, quoi. Et donc, moi, ça me convenait plus qu'en école, ça me gavait un peu le discours, ah non, mais il faut faire un pitch, il faut faire une cap table, et puis après, il faut aller, ça me fait déchirer, je me dis, mais en fait, je peux pas juste lancer mon truc, faire de l'argent, etc. Le bootstrap m'est apparu, comme il s'est présenté, hein, j'avais de l'argent à mettre, j'ai mis de l'argent, j'ai mis, et je me suis rendu compte plus tard, parce que c'est des bootstraps, et finalement, ça m'a parfaitement convenu. Et c'est surtout le discours, après, je pense pas que vous l'ayez ici, mais de se dire, il y en a beaucoup, moi j'ai parlé des gens d'autres écoles et tout, qui sont persuadés aujourd'hui que pour se lancer dans une boîte, il faut forcément lever des fonds et passer par des épiciers, etc. Non, pas du tout. Hein. Tu peux juste utiliser ton portable, tu peux juste vendre des cours particuliers catholiques, tu peux juste vendre des automatisations IA sans l'aide d'autres personnes, juste avec ton téléphone. Donc, faut démystifier ça, je pense. Et moi, en tout cas, ça me convient parfaitement le Bootstrap. J'ai réussi avec le Bootstrap, donc je conseille le Bootstrap. Ouais, bon, moi je pourrais parler des heures de Bootstrap et de fonds s'il y en a que ça intéresse, parce que je maîtrise pas mal dessus. Enfin, bon, on va rester humble, mais je pense que j'étais un peu plus renseigné que toi, du coup, Simon, sur les différences, ce que ça implique et c'est quoi les conséquences. Bon, déjà, ça dépend de la vision que tu as de ta boîte aussi.
Déjà, enfin, je veux dire, si tu veux faire un autolib, tu veux faire une boîte qui veut faire des milliards et des milliards, c'est pas le même game que de faire un truc rentable day one, qui fait du cash, qui a des erreurs de marge, et sur lequel tu as une vision à 30 ans. Tu vois. Donc déjà, bon, il y a des choses qui font que, selon le type de business model, tu vas être obligé de lever des fonds, ou alors pas du tout. En l'occurrence, nous, ce qu'on a fait, a priori, il n'y a pas forcément besoin de lever des fonds. Alors moi, je pourrais lever des fonds aujourd'hui. Il y a une métrique de développement dans ma stratégie où lever des fonds, c'est pertinent. Mais il faut juste être conscient que quand tu lèves des fonds, enfin, tu lèves 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, alors déjà, on n'est plus dans l'âge d'or de lever des fonds super facilement, comme c'était le cas il y a peut-être 5-6 ans, où c'était beaucoup plus simple de lever des fonds. Déjà, c'est plus compliqué, c'est plus compétitif. Donc, en général, même si tu veux lever des fonds, tu vas beaucoup plus facilement convaincre les investisseurs. Si tu arrives et que tu leur dis, écoutez, j'ai déjà fait 500 000 euros, j'ai 50 000 abonnés cumulés sur les réseaux, j'ai déjà prouvé mon marché, prouvé mon produit, etc. Donnez-moi 800 000 de plus pour qu'on aille 3 fois plus vite sur l'année 2026. Tu seras beaucoup plus convaincant que je sais, je sors de Spral, j'ai rien fait dans ma vie, j'ai pas fait qu'un seul euro, mais donne-moi 2 millions. Tu vois, enfin, c'est évident. Mais des fois, les gens ont tendance à oublier. Donc, même si tu veux lever des fonds, le fait d'avoir des preuves, ça va beaucoup t'aider et ça va te permettre de mettre la petite pulse sur la table de négociation et qu'en gros, ils ont plus besoin de toi que tu as besoin d'eux. Parce qu'il y a beaucoup moins de risques à ce qu'ils donnent de l'argent à toi que à d'autres gens. C'est tout un business model, hein, c'est un business model de risque, les investisseurs, etc. De ratio, risque, bénéfice. Donc bon, déjà, il y a ça. Et donc ensuite, quand tu lèves des fonds, il faut être conscient que si tu lèves des fonds, tu vas te faire diluer. Forcément. Et si tu fais plusieurs ronds, tu vas te faire diluer à chaque fois. Ensuite, les fonds, évidemment, leur gain, ils vont pas tout le monde te dire ce qu'ils vont faire. Voilà, on va rentrer dans le technique, mais ils vont te faire signer un certain nombre de clauses qui font que si tu lèves des fonds a priori, c'est que tu vises un exit. C'est-à-dire que plus tard, tu vas pouvoir revendre ta boîte cher, le plus cher possible. Et eux, ils vont te faire signer des clauses en fait pour avoir des liquidations préférentielles, c'est ce qu'on appelle, pour que si tu vends, en gros, les premiers sous, ils vont aller dans leur poche, et pas dans toi. Et évidemment, ça c'est un gros tabou dans le monde du VC, etc. Mais il y a plein de boîtes qui sont vendues très cher, à plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions, où les cofondateurs, ils ont eu zéro à la fin. Alors sur le papier, ils ont vendu à 200 millions. Mais à la fin, ils n'ont rien dans leur poche. Pourquoi? Parce que ils se sont fait avoir sur le deal au début, quand c'était moins gros. Ils se sont fait prendre des utilisations préférentielles qui sont montées avec des années. Et à la fin, eh ben, il leur reste rien dans les poches parce qu'ils sont fait diluer aussi à tour de rôle, mais ça savez prendre pas. Et donc, déjà, il faut faire attention à ça. Donc, finalement, c'est beaucoup lié à la vision de ta boîte. Est-ce que tu es OK avec le fait de te faire diluer ou pas? Est-ce que tu as une vision à 5 ans, tu veux faire une boîte qui veut faire plusieurs milliards ou pas? Est-ce que tu es plutôt dans une optique de faire des grosses marges, de t'en sortir chaque année pour être indépendant financièrement le plus vite possible ou pas? Est-ce que tu comptes rester en France ou est-ce que tu veux t'expatrier? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et en fonction de tous ces paramètres, de tous ces critères, etc., bah, la meilleure décision sera soit d'être bootstrap, soit de lever des fonds, ou alors de lever des fonds dès après un certain moment étant bootstrap. Et ça, mon exemple personnel, j'ai commencé le bootstrap parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas un petit B, j'avais plutôt une orientation cash flow et non pas je vais faire une boîte avec 50 salariés dès le début, prendre des bureaux, enfin je ne pouvais pas, tu vois, je suis un vagabond, ça n'avait pas de sens tu vois, pour moi. Donc j'avais pas levé des fonds au début. Aujourd'hui j'ai une verticale de développement où je peux lever des fonds sur le B2B. Parce qu'on fait de l'argent sur le B2B, donc avec des entreprises, donc quand on vend des automatisations liées, on les intègre. Donc là j'ai une verticale où je peux aller voir des fonds d'investissement, les gens disent ok donne-moi de l'argent pour que je recrute 20 devs et que je fasse x10 sur l'acquisition, en publicité en ligne, en machin, etc. Parce que j'ai prouvé ma capacité à vendre. Et derrière, comme ça, on prend beaucoup de parts de marché, on fait beaucoup de projets, on construit une grosse marque sociale. Mais du coup, il faut quand même que j'enregistre un dev, parce qu'il y a beaucoup de charges fixes. Et donc là, j'ai besoin de lever des fonds. Et donc ça, ce serait pertinent si moi je suis OK avec le fait de là maintenant avoir enfin CDI à gérer. Avoir monsieur un, etc. Ou alors faire un risque, la durée, bref. Mais du coup, après, c'est plutôt des questions où tu vas devoir faire la introspection. Est-ce que c'est la boîte que j'ai envie d'avoir? Est-ce que là, j'ai envie de gérer 20 CDI ou pas? Ou est-ce que j'accepte de faire moins de ventes que ce que je pourrais faire, mais de construire un truc qui va me rendre plus libre, donc je vais pas devenir l'esclave de mon business. Mais ça, c'est des considérations personnelles. Et donc, selon toi, selon ce que tu veux faire et tout, et ben, ce sera pas la bonne décision. Ça peut être de lever des fonds, ça peut être de pousser un cause. Voilà, ça dépend de ce que tu veux faire. Donc, moi, je suis encore en pleine réflexion sur tous ces sujets, tu vois. Juste une dernière question avant qu'on passe à la pause de Q&A. Comment vous envisagez l'après-école et partir en soi simplement comment tu vas t'organiser pour ton M2 en étant entrepreneur, sachant que là, tu es à plein temps super bas. Oui, hein. Oui, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de plan B, ça marche, c'est bon. Hein.
aujourd'hui j'en vis, donc j'ai pas de raison pour laquelle je ferai autre chose. Même, enfin, je me dis ça, et je me dis en fait, je vais all-in dedans, je vais faire grossir la boîte. Et en fait, worst case, bah, si ça coule, s'il n'arrivera pas, j'aurai une expérience que je pourrais revaloriser. Alors, pas sûr que j'aille dans un CDI après, parce que je pense que je créerai un autre truc si ça coule, parce que je kiffe maintenant l'entrepreneuriat. Mais non, c'est sûr que je continue là-dedans, 100%, on a plein de projets, on a plein de trucs. Une fois que t'es au miel, t'as envie de mettre ta main dedans, quoi. Non, c'est sûr que je lance mon entrepreneuriat, c'est ça. Le plus dur, vraiment, c'est un truc à retenir, c'est vraiment le plus dur, c'est se lancer, parce qu'une fois que vous voyez à quel point c'est stimulant intellectuellement, vous faites un truc qui vous plaît, et surtout, en plus, vous arrivez à être rentable et faire de l'argent, et voir une sortie d'études, je vous dis, c'est très difficile de faire un retour en arrière et de trouver, comme tu disais au tout début de la conférence, d'aller dans un CDI classique, bon, même si, encore une fois, non, HEC ça va, normalement, vous devez nous en sortir, c'est quand même un autre game d'entrepreneuriat, c'est tellement kiffant que moi je vois pas d'autre changement. Ouais, bah, moi, complètement en phase, je pense que ce serait le pire move que de pas continuer. Alors, avec le N2, effectivement, il y a effectivement changé parce que, bah, déjà, il faut que je choisisse mon N2 et je pense qu'il y a des N2 qui sont plus ou moins, qui demandent plus ou moins d'investissement, on va dire. Donc, j'ai des choix à faire là-dessus. Mais c'est différent parce que maintenant, j'ai une équipe et j'ai plein de process qui sont en place et tout. Donc, j'essaye de plus en plus d'être de moins en moins dans l'opérationnel. Donc je pense que le N12 ne sera pas trop un souci pour moi, mais si effectivement on ira un peu moins vite que si j'étais complètement full-time et que je pouvais enfiler les choses personnelles. Mais sinon, sur la prospective, je suis complètement en phase avec Simon. C'est d'ailleurs tous les entrepreneurs que je connais qui ont commencé à faire de l'argent. C'est-à-dire quand je dis faire de l'argent, c'est que voilà, ils arrivent à générer 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires. J'en connais quasiment aucun qui arrive à retourner en arrière derrière. Parce que c'est aussi la liberté en fait. Et oui, je suis confirmé, bah, comme vous êtes preneur Simon, t'as vraiment envie de revenir en arrière. Et puis il y a plein d'autres trucs effectivement qui viennent s'ajouter à ça, qui est que ouais, tu fais de l'argent, donc tu en fais autant, voire plus. Enfin, moi j'ai déjà plus que ce que j'aurais dû gagner au bout de 4-5 ans avec le schéma classique conseil. En perso, en étant en France, on donne un message là. Donc bon, déjà financièrement, pas d'intérêt. Ça pourrait être juste parce que, je sais pas, en fait, j'aurais pas trop d'attention. Mais donc financièrement, ça n'a pas de sens. Après, ouais, c'est éprouvant, mais bon, c'est un CDI qui paye bien, c'est éprouvant aussi. Et moi, et puis après, il y a des petits news du quotidien. Moi, je sais que ça me change dans ça, mais genre, juste, tu vois, tout pour ne pas avoir à se lever le matin à 7h du soir, si j'ai pas envie, je trouve ça fou. Genre, quand j'ai des potes qui sont en CDI ou en stage ou machin, et qui sont à 45 minutes ou 50 minutes ou 1 heure en transport de la taf, etc., qui va prendre le métro le matin, se lever et tout. Moi, je sais qu'à les cours à jusqu'à à 8h, souvent, j'y arrivais pas. Enfin, je prends un FO. Et donc, juste le fait, tu vois, d'être obligé, quoi qu'il arrive, de te lever du lundi au vendredi à 7h du mat pour prendre ton métro, pour faire tes 50 minutes de transport, et pour arriver, puis tu passes toute la journée, et tu finis à 19h, et puis tu repères 1 heure, et t'arrives, il est à 2h, tu dois aller toucher, sur la glaçade, j'ai besoin de dormir 2 heures, je suis fatigué. J'ai pas un sommeil, j'ai un sommeil de merde, donc je peux pas me dire, ouais, je vais coucher à 1h du mat, je dors 6 heures, je suis en forme, je vais me coucher tôt, si je veux être en forme le matin. Et donc, toi, t'as des petits trucs comme ça où, bah, moi, ça m'arrive très souvent, je me lève à 10h, je m'en fous, et je bosse, je rentre à 15h, et puis je rebosse, et puis après je fais ce que je veux, et puis après je prends 3 jours off complètement, et je vais faire un week-end à Aix-en. Et puis après, il y a un pote qui m'a proposé un truc, un week-end à Chypre. Bah ok, vas-y, je bloque les 3 jours, en 2 semaines, je vais à Chypre. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est une liberté où je fais ce que je veux de mon temps, comme je veux. Et parfois, si j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Si j'ai envie de bombarder et que je veux bosser, ça m'arrive de taper 18 heures par jour, parfois, parce que je sais pas, dans le monde, ça fait un autre délire, bah je le fais aussi, tu vois. Et il y a des boosts comme ça du quotidien que je pense que j'aurais du mal à retourner en arrière et avoir ce truc de non, tu viens à 9h, machin, tu fais ça, puis tu fais la pause déj, tu machin. Il y avait des fois, je mangeais pas une midi, genre. Je prenais un petit déj, tout après, j'enchaînais dans 7 heures de suite. Et je mangeais le soir, enfin, tu vois, je sais pas, j'aime bien cette perceuse, vraiment, c'est pas mais. Je suis d'accord, c'est une dingue. Rien que Uber là, qui va me sortir de Jean Joseph pour rentrer chez moi, merci les frais de société, parce que sinon là je me claque 2 heures de train. Non mais je caricature, mais c'est vrai qu'il y a des petits trucs, quand même t'es content d'avoir une boîte, la liberté de faire ce que tu veux, les instants que tu veux faire et les trucs, enfin je suis complètement d'accord et en fait moi je me rendais même plus compte tellement je suis dans le gym maintenant dans son arrière. En fait je me rendrais compte si je retourne dans un CDI de tous ces privilèges. En fait si demain je dois un taf et je dois mettre un réveil,
bah, je veux dire, ah putain, en vrai, c'était comme ça avant, et maintenant, c'est tellement longtemps que je suis dans le jus, je m'en rends même pas compte. Mais c'est vrai que c'est clairement une liberté qui est exceptionnelle. Alors au début, non, tu vois. En fait, il faut atteindre le niveau de résultat pour que après tu as de plus en plus de liberté. Et moi, je trouve que c'est un des objectifs de vie. Après, c'est personnel, c'est pas forcément votre objectif en soi. Enfin, moi, je vous dirais jamais, faites comme moi, etc. C'est vous qui devez faire votre introspection de qu'est-ce que vous avez envie de faire. Mais un des objectifs de vie, c'est d'être libre le plus tôt possible. Et pas à 55 ans ou à 60 ans devenir entier. Moi, dans ma tête, c'était je vais être entier avant des 28 ans, avant des 26 ans, avant des 25 ans si j'arrive, pour tout de suite être libre, mais jeune. Parce que je pense que quand tu es libre jeune, ça n'a pas tout à fait la même saveur que quand tu es libre à 60 ans et que tu as mal au dos, quoi. Donc moi, c'était une de mes visions que j'avais en tête. Et là, je vois que si je continue comme ça, c'est une réalité dans 2 ans, quoi. Pas dans 8 ans ou dans 10 ans. C'est-à-dire que je pense que dans 2 ans, là, si on continue comme ça, je peux bosser 20-25 heures par semaine et gagner extrêmement bien ma vie, tout en préparant une future revente qui me rendrait, en plus du fait que je gagne extrêmement bien ma vie, multimillionnaire, quoi. Donc, et c'est fou parce qu'il y a 2 ans et demi, j'ai rangé un premier auto à 1000 balles et j'y avais pensé, tu vois. Enfin, c'est une dinguerie, ça va super vite. Ouais, je sais pas trop quoi dire de plus sur. Peut-être des Q&A. Simplement, ouais, si vous avez des petites questions à poser. Vas-y. J'ai une question pour Simon. Elle est venue d'où l'idée de la voix Ah. de ton Insta? Ouais, bah écoute, j'étais au bureau en train de bosser, j'avais pas fait mon TikTok du jour, et en fait, je scroll un peu, et je vois un mec qui fait des trucs au ralenti. Il a fait quelques vues, genre peut-être 300-400 000 vues. Je me dis putain, c'est vachement drôle, genre, je crois, alors le truc, c'est mort, mais il rentre, le coup, c'est genre, t'arrives chez le coiffeur il s'appelle Vital Air, j'ai explosé de rire, je me suis dit, c'est quoi ce débile, enfin, ça m'a vraiment fait rire premier degré, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je ferais pas pareil? Et bah, après, franchement, j'ai juste fait ça en tac-tac, j'ai regardé comment on faisait la ralenti, c'est un peu technique, hein, sur CapCut, faut faire des trucs et tout. J'ai fait, franchement, j'ai fait de la rire, j'ai fait mon truc, et bon, bah, ça a répété, bah, j'ai vu que ça a plu, puis après, naturellement, je suis un hamster, je vois les vues, bah, je me dis, bah, je vais en refaire. Mais après, j'ai fait toute la. J'ai appliqué ce qui marchait. Alors, je me suis rendu compte après que c'était un concept qui existait au Sales depuis depuis 1 an déjà, mais en France, bah, personne ne l'avait fait. Et là, celui que j'avais vu, c'est le premier qui l'avait instauré, mais pété autant. J'étais le premier qui, bah, miraculeusement, l'avait aussi bien emporté. Enfin, ça a plu, et donc après, j'ai continué, hein, ça faisait des vues, des abonnés. Ça m'a bien fait marrer en tout cas. Moi, je pleure de rire en écrivant les trucs. Hein. J'adore. Non, mais en plus, ça fait des leads. Ah oui, oui. Et c'est qualifié. Bah, mais vous ne le voyez pas, moi je le vois, parce que je vois bien le tunnel qu'il y a derrière. Mais tous ces sketchs, ils attirent les bonnes personnes en fait. Ah oui, parce qu'après l'idée c'est pas juste de faire de la blague, tu vois, j'ai pas fait premier genre en médecine et tout. Je suis toujours resté, tu regardes un peu, je suis toujours resté dans ma niche. École de commerce, je sais, ça, je l'ai machin. L'idée c'est pas juste de faire des abonnés pour faire des abonnés, c'est rester dans ton persona. Moi ça m'intéresse pas. Si demain, Clément, c'est pareil, si demain on va avoir 300-400 000 abonnés sur Insta, je commence à faire des challenges où je danse en faisant le chat mignon, oui, bah je vais avoir plein d'abonnés si tu veux. Mais c'est pas le but. Le but, nous, c'est que, comme tu l'as dit, on est des créateurs de contenu qui avons une idée de business et l'humour. Force est de constater que ça rapporte des abonnés, ça rapporte des leads, et c'est hyper bénéfique quand c'est bien dosé. Sans ça, aujourd'hui, je fais pas que ça, enfin, j'en fais une fois par semaine pour pas abuser. Mais ouais, donc là, bien l'idée, et franchement, je suis content que ça passe. C'est vrai que toi, prépa ST, c'est quand même assez niche. Est-ce que tu as une stratégie un peu d'expansion ou plutôt monopolisation du marché? En fait, j'ai sous-estimé la part du gâteau que je pouvais prendre avec les concours ST. Je me suis dit sur l'outil business, en fait, non, tu peux faire pas mal de table pour faire le concours ST. Donc, j'ai beaucoup de boulot à faire. Enfin, au-delà de l'argent, même, il y a plein de trucs que je dois faire, je dois apprendre. Donc, ouais, l'idée, c'est déjà de devenir le numéro 1 incontesté sur les ST. Pas se précipiter, parce que j'aurais dû déjà commencer à préparer l'autobus, à voir peut-être Clément, toi, tu nous en parleras, mais commencer à se diversifier quand tu vois que ça marche, tu es trop gourmand, tu dis ah vas-y je vais faire ci, ça, etc. En fait non, ce qui marche c'est de rester dans ta niche, de tester, d'éprouver, de valider un peu ce qui marche, les tunnels, etc., les vidéos qui fonctionnent, pas se précipiter, avoir un produit market fit de bâtard qui marche, qui fait de l'argent, et ensuite, donc ça se trouve, moi ça va prendre encore 1 an, 2 ans, je sais pas, et ensuite seulement, une fois que j'ai peut-être je suis bien costaud sur, ça fera attendre trop longtemps plus, se barrer. Donc ça dépend de la niche. Mais moi je conseille vraiment au début de ne pas avoir peur de vraiment se nicher. Genre c'est AST, c'est Taj Mahal, c'est sous-niche, hein. C'est pas AST, je prépare AST, je prépare concours AST, Taj Mahal. Donc t'as orientation, école de commerce, AST, Taj Mahal. Niche. Et ça marche super bien. Donc en fait, faut pas avoir peur de se nicher, tu peux faire plein d'argent, tu peux apprendre plein de trucs, ça peut être vraiment passionnant.
et tu verras plus tard pour Ouais, et puis en plus, là, enfin, moi je connais pas sur le marché, mais je vois qu'on commence un peu à être copié, etc. Donc, il a encore plus intérêt à vite prendre son monopole et d'être le plus gros, parce qu'en plus, dans les trucs comme ça, enfin, il y a beaucoup de, j'imagine, de ah ouais, mais vous êtes les plus gros, c'est quand même le plus étudiant, ah, il y en a plus chez vous, et là, ça crée un effet de monopole, tu vois, où les gens, en fait, ça devient un argument de vente à part entière. Et donc, à mon avis, effectivement, il a pas intérêt à commencer à vouloir se diversifier partout, à faire tout et n'importe quoi. Parce qu'après, sur les autres niches, tu vois, les prépa, etc., il y a des gens, ils ont même 3 ans. Donc, ils ont vraiment. Donc là, lui, il est premier sur son truc. Et c'est clair que, à mon avis, il vaut mieux se consolider deux trucs, tu vois. Clairement. T'as l'avantage de l'avoir fait, toi. Alors, par exemple, si tu parlais de prépa, je pense que des gens pourraient dire que t'es moins légitime Ah oui, par bah rapport à ça. déjà, je sais pas si j'aurais même un problème si j'avais fait AST Cage, par exemple. Tu vois, dans les decks, enfin, c'est pas une blague, en vrai. Les decks, non, c'est vrai, parce que non, c'est une vérité, en AST, les decks, ça reste sélectif, mais tu vois, quand tu compares à Cage, par exemple, ben, forcément, j'aurais pas du tout eu la même portée, parce que j'aurais pas du tout eu d'avoir les mêmes scores, j'aurais pas la même légitimité. Et comme tu disais si bien avec HEC et Borneo, ben moi, le fait que je sois à les decks en AST, les AST savent que ça devient de plus en plus compliqué, surtout d'avoir des écoles comme les decks, comme le SCP, etc. Et donc les gens, les gens s'identifient, tu vois. Et ça me rend légitime. Et c'est encore mieux, tu vois, c'est un business qu'on a fait. C'est comme un mec qui vend un programme je sais pas, encore une fois, de muscu. Bah bon, après Thibaut Liché, je sais pas si c'est le meilleur exemple, un gros respect pour ce mec, mais tu vois, t'as un mec qui fait de la muscu, qui est en bardos, t'as envie de prendre un programme à ce mec, tu vois. Et pas un mec qui est comme ça, qui dit je vais t'apprendre comment gagner 30 kilos de muscle en une semaine. Moi j'ai une question sur le rôle. Est-ce que ça me trouve plutôt pour toi Clément, parce que toi tu es déjà dans un, comment dire, dans un domaine qui concerne justement les formations. Est-ce que le fait d'avoir l'étiquette HEC, on en parlait un petit peu tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est vraiment différenciant quand tu vas vendre une automatisation IA qui du coup a un secteur qui n'a pas de lien a priori avec la Ouais. formation, l'école, est-ce que, parce que le fait d'être à HEC de n'importe quelle autre école de commerce, tu restes un étudiant qui débute sa carrière professionnelle. Donc Ouais, c'est un peu technique ça comme réponse. Effectivement, c'est aussi pour ça que l'une des priorités, ça a été de trouver un associé qui a fait une grande école d'ingé. Et que le cofondateur, il a fait Centrale Supélec. Enfin, il a encore un Centrale Supélec comment donc deuxième et troisième plus grande école d'ingé de France selon les classements. Donc effectivement, moi quand je me présente pas uniquement, enfin, sur la branche B2B en tout cas, uniquement comme quelqu'un qui a fait HEC, parce qu'effectivement il n'y a pas de lien direct entre école de commerce et IA, automatisation IA, IA générative, etc. Et donc, j'utilise aussi le truc de Central Spec, où j'ai un CTO sur la partie technique et tout. Mais ça a quand même de l'impact et de l'importance et de la pertinence de dire que je suis HEC, parce que dans une gestion de projet, quand tu fais un projet B2B, par exemple, là, sur celui que j'ai vendu là, il y a 10 jours à 25 000 euros, donc c'est 23 000 TTC, bref, à peu près 25 000 euros, dans un projet, il n'y a pas que de la technique, il y a aussi toute la gestion de projet. Déjà, il y a toute la partie commerciale, vente, proposition commerciale et tout. Et après, il y a aussi donc, la partie, on va faire des meetings réguliers avec le client pour leur assurer, on avance bien, on n'est pas en train de on est sur le gueule, à avancer sur le projet, etc. Il y a tout un suivi client aussi là-dedans. Et ça, en général, c'est bon, ça peut être le tech qui le fait dans un cas, etc. Mais le fait d'être HEC, ça peut, hein, et parfois ça ne le fera pas, mais il peut se dire inconsciemment, ah, c'est quand même HEC central, a priori, sur le côté après, qu'on appelle le delivery, donc le fait de délivrer ton service, ça va être carré. Tu vois, ça va être carré, ils vont être réactifs, ils vont pas me répondre pendant 3 semaines si je leur envoie un mail, c'est mon référent, si je lui envoie un message, il va me répondre. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est des choses qui jouent dans la vente. Alors, c'est un critère parmi des dizaines de critères qui vont jouer. Mais la vente, c'est cruel. C'est-à-dire que tu peux être bon partout, il suffit que tu aies un, deux, trois trucs qui le tiltent et qui vont pas le tilter sur un concurrent, il va aller prendre le concurrent. Donc il faut être parfait, enfin le meilleur possible sur tous les plans en vente. Donc il faut inspirer confiance, il faut avoir l'air pro, il faut montrer qu'on a de la preuve sociale, il faut montrer qu'on est réactif, il faut montrer qu'on n'a pas besoin d'eux, il faut montrer plein de choses. Et donc le fait d'être HEC sur certains critères, ça va aider. Et sur d'autres, ça sera complètement inutile. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. mais est-ce que ça suffit parce que en fait, malgré le fait d'être dans des bonnes écoles, avec ton associé, votre expérience professionnelle cumulée, elle est comment dire assez. Ouais, il fait. Enfin, Ouais, t'es encore très jeune. euh, Donc est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait de grande école mais qui a déjà 5 ou 10 ans d'expérience en carrière, il va pas prendre vos clients, enfin il va pas être plus intéressant
Bah, c'est un peu, mais le marché est gigantesque. Surtout, moi, dans le cas de l'automatisation, il y a des entreprises qui doivent optimiser leur process, c'est des milliers d'entreprises. Donc, en fait, il y a des entreprises, elles vont préférer le profil qui a 10 ans d'expérience. Et puis, il y a d'autres entreprises qui vont préférer le profil un peu plus jeune, qui est aussi un peu plus au fait des dernières technologies. Parce que l'IA générative, faire des automatisations avec des modèles et les l'IA générative, il n'y a personne sur la planète qui a plus de 3 ans d'expérience là-dedans. Parce que ça fait que du 3 ans, c'est sorti. Donc en fait, moi j'ai conseillé à 3 ans, je fais partie des gens des plus expérimentés sur ce, comme disait Simon, c'est sous niche, 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 niche. Ok. Donc déjà d'un point de vue expérience, en fait, je fais partie dans ce marché des agences les plus expérimentées sur la partie automatisation là, parce que le gage génératif, ça fait que depuis 3 ans que ça existe. Alors effectivement, on aura moins d'expérience sur la data, on aura moins d'expérience sur l'hébergement, on aura moins d'expérience sur l'infrastructure, on aura moins d'expérience sur plein d'autres choses, mais pas là-dessus. Et après, c'est tout l'art de la vente. C'est pour ça que si vous devez apprendre un skill, et c'est un skill qu'on n'a pas vraiment, je sais, c'est très dommage, c'est apprenez à vendre. Parce que ça, tout ça, c'est des croyances limitantes. J'ai pas fait la bonne école, je suis trop jeune, je suis pas machin et tout. Quand tu es en 1v1 avec une personne et que tu as 1 heure pour le convaincre, si tu es bon, tu y arriveras. C'est tout. Si t'es pas bon, tu arriveras. Et c'est que des skills de vente. Je connais plein de gens qui n'ont pas fait d'école, qui n'ont pas d'expérience et tout, et ils arrivent à vendre. Au début, j'avais pas du tout d'expérience. Mes seuls clients, c'était mes parents qui ont un hôtel-restaurant, et je leur avais fait une note de mail pour dire que voilà, pour m'entraîner, pour me sentir un peu plus en confiance, pour aller vendre à des gens qui ont besoin de trucs. Bon bah moi quand je suis dans l'appel de vente, je vais pas dire bonjour madame, bonjour monsieur, alors en fait ce serait mon premier client, ce sera ma première automatisation, il y a 70% de chances qu'on fasse de la merde. Bah non, si je dis ça, ça va pas le faire. Mais elle, je disais, je vais lui faire parler, donc elle va raconter sa vie, elle va raconter ses problèmes, je vais insister sur ses douleurs. Elle va me dire, moi j'ai besoin d'automatiser ça, machin, etc. Ah, c'est dur, etc. Ça prend du temps. Ah, ça prend combien de temps chaque semaine? Ah, ça prend longtemps, ça prend 10 heures, etc. Ah, vos enfants sont malades. Oh là là, c'est terrible, vraiment. Et puis là, donc là, si vous faites rien, si je comprends bien, ça va durer comme ça pendant 5 ans. Vous voyez, pendant 5 ans, du coup, répondre à vos 100 mails par jour, tous les jours, et perdre 3 heures par jour pour faire ça, vous n'avez pas passer plus de temps avec une famille, machin, blablabla, pendant 30-40 minutes, j'enfonce et tout. Elle me dit son problème, bah, écoutez, ça tombe bien parce que ce que vous voulez, en fait, on a fait une automatisation similaire pour des hôtels, voilà, on a regardé à peu près, on a parlé 5 hôtels, et on a fait des automatisations de facturation, et on a aussi fait des automatisations de mail, et finalement, ce que vous voulez, c'est assez proche de ce qu'on a déjà fait, donc c'est un problème groupe, et à mon avis, sur la faisabilité, je serais très confiant qu'on fasse quelque chose là-dessus, etc. Blablabla. Et donc, au final, j'avais fait une automatisation pour mes parents, mais je l'ai marketé en disant, j'ai déjà bossé avec des hôtels. Et les automatisations qu'on a fait pour ces hôtels-là, tu vois, il faut pas mentir, tout, si c'est sur l'automatisation, ça n'a rien à voir, je vais le dire, il y a des gens qui font, moi je sais le voir, c'est bon, mais je vais dire, ok, ton automatisation, je ne l'ai pas fait exactement, mais je fais des choses qui sont très similaires, donc si on est, en gros ce que je lui dis, c'est si on a été capable de faire ça, vous inquiétez pas, on va le faire pour vous. Et ça suffit, et tu vends. Et mes 10 premiers clients, je les ai eu en 2 mois, j'avais 0 expérience, et puis après du coup j'ai vendu à elle, et puis elle c'est une agence immobilière. Donc, prochain appel. Ah ouais, les gens, ça envoie une agence immobilière. Oui, bah, on a déjà une série d'agence immobilière. Si vous voulez, je donne le numéro de la personne qu'on a accompagnée et pour l'automatisation qu'on a faite. Comme ça, vous pourrez voir comment on travaille, si on est sérieux, si on est bien déliré, etc. Ça vous intéresse, ce jeu de contact? Et voilà, t'as pas besoin de plus. Il faut la poser, mais un avis sur les cours en école de commerce? Putain, faut pas faire en fait beaucoup de trucs. Hein. Non, ça, c'est dur. Hein. Franchement, ouais, je vais avoir peut-être 50 heures d'absence vraiment. Mais comment te dire, bah, comme Clément, hein, moi j'ai fait le minimum pour valider, hein, donc c'était pas d'être dans la TNC, c'est d'avoir échangé la logo ou d'avoir un double diplôme hyper prestigieux, c'était de valider mes règles, d'avoir le plus de temps possible pour faire mes vidéos et ma boîte. Écoute, j'essaie d'être nuancé, parce que j'essaie surtout d'être nuancé sur les autres, parce que quand même je joue avec ce d'époque, donc si je commence à dire que ça sert à rien, c'est compliqué, mais en vrai, moi je pense que si tu veux tirer le plein potentiel de l'école, tu peux en vrai. Moi je connais des gens, des gros sharks, tu vois, ils veulent parler aux profs à la fin, ils font tous les e-learning, ils font toutes les rencontres, etc. Genre ils s'intéressent vraiment de ouf et ils apprennent. Ok pour eux. Maintenant pour 90% des étudiants qui rentrent dans une école, leur objectif c'est juste trouver un stage qui paye bien en finance ou en conseil. Bon a priori le cours de marketing RSE avec le PowerPoint de 3 slides, tu peux faire avec ChatGPT avoir 10 sur moi, il va suffire quoi. En gros. Et qui date il y a 10 ans. Et qui date il y a 10 ans, oui, qui sont pas mis à jour les dates. Non en vrai, je trouve que moi dans mon cas ça m'a pas été utile. Je pense que si tu prends le plein potentiel des cours, ça, tu peux apprendre des trucs. Maintenant, c'est un peu biaisé, c'est vrai, parce qu'on est dans l'entrepreneuriat. Et bah, jusqu'à prendre du contraire, pour l'entrepreneuriat, j'ai rien appris qui m'a été utile en école. Ouais, non, je suis complètement d'accord, mais on est biaisé, comme je dis, donc il faut quand même faire cette distinction, c'est que nous, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, tout ça, on fait de l'argent dès le début, etc. Alors moi j'ai fait une vidéo YouTube, ça nous intéresse sur mon avis sur les cours
et en lien avec l'entrepreneuriat, où je donne un avis beaucoup plus constructif et nuancé que ce que je vais dire là. Enfin, bon, nuancé, on s'en rend, mais faut que ça fasse cliquer. Mais oui, non, globalement, les cours, ça dépend juste ce que tu en fais en fait. Ça dépend juste ce que tu veux faire. Je suis complètement d'accord que si tu as un gros shark et que tu vas voir les profs et que tu en fait, si tu me vois en mode networking, ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même des gens parfois qui sont intéressants qui font les cours. Mais si c'est les cours en mode je vais apprendre des trucs et ces trucs-là, ça va être utile, etc. Bah désolé, mais les trois quarts des trucs que vous allez apprendre, vous allez jamais les utiliser. C'est tout. Et dans la niche qui est la note de faire de l'argent, il n'y a aucun cours où j'ai pu récolter des trucs qui m'ont dit ah ouais, grâce à ça, je vais faire de l'argent. Il y a un cours, ah si, je suis mauvaisement. Il y a un truc où j'aurais dû plus écouter. C'est le cours de Marie Serna, je sais plus quel c'était, 3 années contrat ou entrepreneuriat, ou je sais pas quoi, que j'avais écrit, où j'ai fait une grosse erreur à mes débuts, c'est que quand j'ai passé en société, parce qu'on faisait trop d'argent pour rester en micro, j'aurais dû faire un pack d'associés. Et que, oh, on se fait confiance, machin, on est super potes, on est meilleurs potes, on s'adore, on se fait confiance, machin. Et ben alors, qui m'a coûté des dizaines de milliers d'euros quand ça a pété. Et là, si j'avais, peut-être que là, si j'avais plus écouté ce cours de droit, que j'avais pas été en train de bosser pendant ce cours-là, et que j'avais dit à mon associé, non, non, on fait un pacte d'associés parce qu'on a des départs, et ça m'aurait fait économiser beaucoup de stress, beaucoup de frais d'avocat et d'argent, en fait, et de charge mentale. Donc, ouais, il y a quelques cours, je pense, que je peux en tirer des trucs, mais très précis, en fait, dans le droit, dans les trucs comme ça. Sinon, 90% des autres cours, ils servent vraiment à rien pour faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, malheureusement, je me comprends beaucoup plus sur YouTube et sur la pratique et en testant des trucs, en essayant de faire de l'argent, qu'en écoutant un prof qui lui-même n'a pas fait d'argent. En fait, dans l'entrepreneuriat, il a géré qui est prof, la plupart du temps, ils ont juste prof. Ouais, ils ont payé pour donner des cours, mais ils n'ont jamais essayé d'argent, ils n'ont jamais essayé de faire de l'argent, ils n'ont jamais photomarché. Le pire, c'est que dans l'entrepreneuriat, selon la phase dans laquelle tu es, tu ne dois pas faire les mêmes trucs. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire du tout les mêmes actions quand tu es entre le 0 et 10 000 euros par mois, par exemple, que quand tu es entre le 10 et le 50 000, que quand tu es entre le 50 et le 100 000. Et quand tu veux structurer, quand tu veux recruter, enfin, il y a des gens que je connais, ils ont été très bons, par exemple, pour faire 10 000 euros par mois, et puis quand il a fallu recruter, ils ont été très nuls. Parce que c'est un autre process. Et tu peux être très bon sur un truc et très mauvais sur un autre truc. Et du coup, c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple d'en faire un cours, déjà parce que le cours il serait super compliqué à structurer. Parce qu'il faudrait faire des distinctions de cas toutes les 2 secondes. Ah non, mais ça c'est vrai que si vous êtes en early, et puis ça en fait, ça sera plus tard. Enfin, c'est une galère, tu vois. En fait, par essence, faire un cours d'entrepreneuriat c'est compliqué. Et souvent, quand les gens qui le font, bah, c'est pas des vrais entrepreneurs. Parce que les vrais entrepreneurs qui boivent déjà, ils ont pas le temps de donner des cours. C'est la réalité. Enfin, moi, nous, si on est donné des cours comme ça, aller tout le temps à Julie pour donner des cours. Tous les chefs ont 500 rouleurs, il n'y a pas de souci. On a un message. Mais enfin, tu vois, genre, enfin, la plupart des vrais entrepreneurs qui ont vraiment de l'argent sérieux, ils n'ont pas le temps de le faire. Et alors, ça peut arriver, hein, je sais pas, hein, mais souvent, ça va pas être le cas. Donc, non, faut pas attendre d'apprendre des choses d'HEC et tout. Il faut apprendre en itérant, en testant. Vous voyez, Simon, il a vu un mec de Space qui a fait une vidéo, qui a passé, qui a testé. Bon, putain, ça marche. Il a fait 4 vidéos, oh, ça marche. Et ça m'a fait combien d'argent? Puis après, il faut être un malade du tracking. Et ça, c'est pas le truc que je fais au tout début. Moi, maintenant, je suis un malade mental de la data, de traquer les données, tu vois. Donc de voir exactement qu'est-ce qui m'a rapporté d'argent, qu'est-ce qui m'a pas rapporté d'argent, cette vidéo elle m'a rapporté combien, mon tunnel est converti à 6%, il est converti à 9%, et après ça devient un jeu en fait, hein, ça devient un jeu, mais ça tu le fais qu'en testant et qu'en apprenant au fur et à mesure, en apprenant de tes erreurs, de tes échecs, et d'abord c'est 2 ans mieux. Et la théorie ne vaudra jamais dans la pratique. Il y a quand même certains aspects de l'entrepreneuriat, je pense tu vois par exemple au statut administratif de ta boîte, SARL, une micro-entreprise, machin, des trucs comme ça, où tu es obligé de passer par la théorie, tu ne peux pas essayer de faire un truc et te tromper. Enfin, c'est chiant, Ouais, tu te trompes, mais du coup, t'as de la théorie, t'as beaucoup de théories sur Internet. Oui, mais justement, la question c'est ça, c'est du coup, enfin, tous les deux, vous conseilleriez d'aller pour choper ces informations-là si c'est pas en école, est-ce que c'est sur YouTube, sur. Ouais, moi j'ai 2 conseils là-dessus. Bon, soit déjà t'as des connaissances de gens qui sont experts comptables. Marc Serna, tu vois, j'aurais dû l'appeler. J'aurais dû l'appeler quand j'ai créé ma société. Enfin, tu vois, j'ai pas eu les coups, j'ai pas pensé. Fallait qu'on aille vite, on n'avait pas trop d'argent pour payer 3 avocats, enfin pas d'associés. J'ai lancé, même et je l'ai payé, tu vois. Et je l'ai payé cher.
Et donc bon, déjà si tu as des connaissances, etc., je peux te demander, mais attention de ne pas se fier à la vie d'une seule personne, parce que ça, c'est la personne expert comptable, qu'elle fait du droit, etc., qu'elle va bien te conseiller par rapport à ton cas spécifique. Il faut toujours croiser les sources, et croiser les informations, et te faire un avis sur 2, 3, 4, 5 sons de cloche différents, par mon avis, c'est la méthode. Et ensuite, moi, les deux trucs que j'utilise le plus quand j'ai pas la théorie, et j'ai besoin de théorie, et que pour prendre une décision, YouTube, pas mal, tu tapes ton truc et tout, et je peux voir différentes vidéos. Et autre truc que j'utilise beaucoup maintenant, mais ça c'est l'IA ChatGPT, mais il faut peut-être avoir la version payante, je sais pas, peut-être que c'est disponible sur les versions gratuites, ou alors sur Perplexity ou sur d'autres. Tu as un truc qui s'appelle le Deep Research, qui est une sorte de recherche hyper vénère sur 50 sources en même temps. Et tu fais un message vocal où tu écris tout ton problème pendant 5 minutes, ou 8 minutes, ou 10 minutes. Et pour vraiment donner un max d'informations, de contexte, etc., tu lances ce site de recherche, ça fait 15 minutes à chercher et ça te fait un rapport de. Et après, tu lui demandes de se baser sur des sources officielles et tout comme ça. Ça te fait un rapport de, je sais pas, de 20 pages, tu lis tout, et après, tu te renseignes, tu creuses, etc. Et moi, j'ai appris un nombre de trucs avec ça. Et justement, en plus, j'ai eu plein de galères juridiques et fiscales récemment. Mais j'ai appris un nombre de trucs avec des deep research qui est énorme, où j'étais nul sur un sujet, et je me suis retrouvé à parler avec une avocate qui fait ça depuis 15 ans. Et limite, on se comprenait, genre moi j'étais avocat, tu vois. Enfin, je suis pas avocat, mais juste parce que j'ai lu des research, j'ai fait plein de trucs et tout. En fait, j'arrivais à un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour parler avec des experts du sujet et qu'on se comprenne et que quand elle me dit qu'on va faire ça pour ça et qu'en fait on va faire une indemnité transactionnelle et qu'on va pas faire et qu'on va faire un rachat par la société et qu'ensuite on va annuler les actions qu'on rachète, etc. Là, c'était complètement clair dans ma tête. Parce que j'ai fait un research et que j'ai fait ma expliqué. Alors que sinon j'aurais rien compris. Genre vraiment, ça aurait été compliqué. Voilà, c'est mon avis. Je sais pas si toi t'as. Ouais, gars, franchement, pas d'associer l'effet de ChatGPT pour avoir très mauvaise idée. Mais ouais, l'IA maintenant, en vrai, au début, je te posais la question à l'époque, tu vois, quand c'était 3.5, tu utilises ChatGPT. Tu vois, quand c'était 3.5 version gratuite, pour des fois, ils sortaient des trucs avec l'IMC, le groupe, tu vois. Mais maintenant, avec 5.1, plus Deep Research, Deep Thinking, en vrai, ils se trouvent de moins en moins, ils disent des trucs quand même vachement intéressants. Genre, moi, maintenant, quand j'hésite. J'ai une situation que j'hésite dans ma vie, je demande à ChatGPT. Après, il y a des limites, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA, pour moi, c'est le meilleur moyen de le faire. Et évidemment, le mieux, si tu as le temps, c'est le réseau HEC, à passer des coups de fil à droite à gauche, même des anciens d'assaut, etc. Alors, en vrai, s'ils ont un peu une petite expérience, ils peuvent te donner des vies. Mais rien qu'avec ça, déjà, tu peux t'affranchir de tous les cours de la planète. Donc c'est ça, et ChatGPT de temps en temps il va te dire des conneries sur des trucs très précis, etc. Mais c'est pas très grave, tu vois, dans mon exemple juridique, l'essentiel c'est que je comprenne bien la situation, les risques, nos leviers, tout ce qu'on a, et après c'est l'expert, l'avocat qui va te dire ah oui, moi, ça c'est une bonne idée, mais on ne peut pas le faire parce qu'en fait ça pose un problème, etc. Et donc après, voilà, après de toute façon, si tu vas vraiment faire un truc important, c'est toi qui vas le faire. Enfin, je veux dire, ta comptabilité, c'est une société, tu dois faire valider par l'expert comptable, tu vois, enfin, je suis pas. Ouais, tu peux aller sur des trucs comme nous, qui sont au cost, pas cher. Donc dans tous les cas, c'est pas toi qui vas gérer. Mais par contre, toi en tant que CEO et en tant que fondateur, c'est génial de pouvoir tout comprendre, tu vois. Et ça, grâce à l'IA, c'est une dinguerie. Parce que tu vas comprendre plein de trucs et en 2 secondes, tu as un niveau de connaissance qui suffit à régler, quoi. Enfin, suffit à régler, qui peut s'aider 80% déjà. Et ça suffit. Ouais. Alors Clément t'expliquait qu'au début, quand tu as lancé ton business, tu avais des process qui étaient moins bien que ce que tu fais maintenant, j'imagine. Je me demande, ça doit être aussi le cas pour Simon, comment vous avez continuellement amélioré votre business sans créer des frictions avec l'état que vous aviez avant, par exemple avec les anciens clients ou la structure qu'il y avait, comment vous avez évolué d'une structure à une autre sans créer des frictions? En fait, on se pose pas vraiment la question. Parce que quand tu es dans le truc, enfin, souvent quand tu es dans l'opérationnel, donc les 2-3 premières années, c'est souvent que ça. En fait, on essaye continuellement d'améliorer le business de façon progressive. Et que ce soit sur la partie vente, que ce soit sur la partie délivrer le produit, sur des compétences, etc. Et au fur et à mesure, tu progresses aussi. Donc tu prends en connaissance et en compétences. Donc en fait, tu améliores progressivement ton business. Et oui, peut-être des fois ça crée des frictions avec ce que tu faisais avant, etc. Mais on s'en fout, Joseph. Ça me permet de faire plus d'argent maintenant. Je n'ai rien à faire de créer des frictions avec un truc que j'ai fait il y a 4 mois, ou même carrément de le lâcher complètement, parce que mon nouveau système il aura beaucoup mieux que ce que je faisais il y a 4 mois. Donc c'est tout l'intérêt de tester. On est constamment en train de tester des trucs et de chercher les trucs qui marchent, et après quand ça marche, on fait x10 dessus. Donc, en gros, c'est souvent ça en fait la dynamique de progression de ton business. Et au début, c'est chaotique parce que tu fais des trucs, ça marche pas, tu sens que ça commence à marcher, et quand tu commences à pousser là-dedans, après ça se met en place,
Après, tu testes d'autres trucs, il y a des trucs ça marche pas, il y a des trucs ça marche. Si ça marche, tu commences à essayer de l'automatiser ou de processiser, ça dépend de toi, et ça se fait étape par étape. Tu vois, petit à petit, quand tu seras, tu n'as pas 200 000 pour recruter 15 personnes direct et tout processer d'un coup, c'est ça que tu fais. Et je trouve que c'est assez simple de faire comme ça, parce qu'au moins, tout ce que tu fais pas au hasard. Tu fais en fonction de est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas, en fait. Et donc, en fait, on se pose pas vraiment la question de est-ce que ça va créer des frictions, peut-être il y a des trucs qui vont créer des frictions, quand je sais pas ce que t'en penses, mais on est juste dans une optique d'améliorer continuellement. Et petit à petit, tu sors un peu du chaos sur certains trucs, et tu retrouves du chaos sur d'autres trucs, et t'avances, quoi, tu vois. Et après, tu regardes en arrière, dans 2 ans, tu fais ah ouais, là, quand même, du coup, avant, pour faire ces 20 000 de chiffre d'affaires, je faisais 50 appels de vente, je passais 30 heures sur mes contenus, et là, maintenant, je regarde en arrière, je me dis, ah, bah maintenant, je fais plus que 10 appels, je passe plus que 5 heures sur mes contenus parce que j'ai des monteurs, parce que machin, parce que j'ai posté ces trucs, et j'ai exactement les résultats. Et là, tu t'es rendu compte, et c'est là, à ce moment-là, tu te rends compte que, ah ouais, putain, là, j'ai bien optimisé le truc. Mais bon, il y a du taf. Moi, enfin, la question elle est derrière moi, c'est très complète, mais quand je parlais de friction, par exemple, je pensais à quoi? Par exemple, si on a. En fait, je sais pas comment vous traitez vos anciens clients. Alors, c'est plus pour Clément qui fait du B2B, j'imagine. Bah, Et ils en parlent plus haut. Là, une fois que j'ai livré mon automatisation, ils ont plus besoin. Next, hein. Et moi, d'ailleurs, j'ai pas intérêt à ce que le client il traîne dans des pattes pendant 2 ans. Donc, Ok, je comprends, ok. ouais, oui, ok, ce que je veux dire. Donc, oui, nous, quand on fait du dev, donc de l'automatisation IA, on fait une automatisation. Nous, notre objectif, alors, ça dépend si tu fais au TGM, donc au taux journalier moyen, ou alors tu fais un forfait. Donc, en gros, ils payent. Si tu fais un forfait, parce que nous, on a tout fait, donc on vend à 5 000, on vend à 10 000, on vend à 15 000, on vend à 20 000, et c'est comme ça. Alors, on a fait le prix, tu me payes, et on te délivre le truc, et basta. Bah, nous, moi, là, mon intérêt de business, c'est que le plus vite possible, on s'en débarrasse. Parce que une fois que j'ai vendu, je ne vais pas lui laisser plus d'argent. Or, si ça traîne pendant 6 mois, bah, il prend de la bande passante à mon dev. Et moi, j'ai pas envie qu'il prenne de la bande passante pendant 6 mois, si on peut le délivrer en 3 mois. Donc, moi, mon objectif, c'est de virer le projet le plus tôt possible, et c'est aligné avec le client, parce que le client, il a aussi envie que ce soit fait le plus tôt possible. Donc là, c'est vraiment du gagnant-gagnant sur ce genre de truc. Et ensuite, on a envie de passer au suivant. Alors, parfois, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une méthode, et puis ils en veulent une autre. Et donc là, ils vont te redemander un truc, et là, tu refactures, et c'est le même process, en fait. Et après, il y a des grosses boîtes, les ESN, qui vont pas forcément faire des forfaits, elles aussi, avec des conseils, hein, ils font beaucoup ça en général, c'est que ce qu'ils vont faire, c'est ils ont créé un business model qui n'est pas le forfait, qui est le TGM, où tu vends la mission au taux au jour, donc en général entre 500 et 1200 euros par jour. Ce qui vous montre aussi, quand vous faites des stages en conseil, à combien on vous vend et d'ailleurs combien ils vous payent. Donc en gros, la boîte, elle vend 1 000 euros par jour. Ce consultant-là, s'il bosse 8 heures sur le projet, ça coûte 1 000 euros par jour. Et puis, il va travailler 20 jours par mois. Enfin, il est full-time sur la mission, donc il travaille 20 jours par mois. Donc tu factures ça 20 000 euros pour un mois à l'entreprise. Vous, en tant que consultant, elle va vous payer 2 ou 3 000. Et en fait, du coup, il y a un autre type de business model avec les ESN, où tu te vends au TGM, au réel, en fait. C'est comme ça qu'ils disent, on va vraiment se facturer au temps réel passé sur le projet. Tu vois. Mais du coup, ça arrange bien quand tu fais du dev et de la technique, parce que c'est très facile de faire traiter des projets dev. Hein. Très très facile de passer 2 semaines sur une feature, tu vois. Et donc, en fait, tu veux refacturer des jours, encore et encore. Et il y a beaucoup de SN et de cabinets de conseil que ils vendent un projet, ils disent sur le papier, ouais, non, ça va prendre 3 mois, on vous vend 25 jours à 600 euros par jour. Puis au bout de 3 mois, en fait, c'est la moitié du projet qui a été fait. Et là, ah bah écoutez, en plus on a commencé, vous comprenez, on est vraiment pas loin, là il vous reste, on a fait une grosse partie, enfin, vous n'allez pas recommencer le projet à zéro, hein. Ah, vous n'allez pas recommencer le projet à zéro, vous êtes vraiment enfermé avec nous, hein, quel dommage. Donc, je vais vous refacturer des jours pour qu'on finisse. Et là, il va refacturer un jour, 2 jours. Et donc là, l'intérêt, il devient inverse à ce que je viens de te raconter. Là, l'intérêt, parfois, certaines boîtes, c'est de faire traîner le truc pour aussi, sans non plus trop altérer la satisfaction client. Toi, il y a un juste milieu à trouver. Et donc, en fait, c'est un jeu de compte, c'est un jeu d'acteur et c'est un jeu non, mais c'est parce qu'on a eu tel problème, machin, vous comprenez, ça, c'est la politique, là. Genre, vraiment. Et ça, c'est un peu les différents types de business. Et en fonction de ce que tu fais, tu as plutôt intérêt à faire des éditions, ou tu as plutôt intérêt à les dégager pour passer dessus. Donc, nous, pour l'instant, on est du 61er modèle, où on essaye d'être aligné avec nos intérêts clients, parce qu'on veut préserver notre réputation et notre marque, et on n'est pas assez gros pour se permettre de faire ce genre de truc. Ce serait très risqué pour notre image. Petite question juste sur un peu vos liens avec les autres entrepreneurs. On peut se dire que monter sa boîte, enfin même quand on a des associés, etc.,
assez solitaire comme truc. En tout cas, il faut vraiment se motiver tout seul. Du coup, ma question, c'est à quel point vous arrivez à trouver de la solidarité avec un peu les autres entrepreneurs, étudiants, etc. Et à quel point vous avez réussi à trouver des mentors, alors réels ou spirituels, dans ceux qui sont passés avant vous. Ouais, bah, c'est vrai que le bord de base, l'entrepreneuriat est très solo, hein. Tu vas te retrouver tout seul, la plupart du temps, je pense, actuellement, c'est pareil, t'as mis dans ton PC, t'es tout seul, t'as pas de distraction, machin, des fois pendant plusieurs semaines, genre mois, des fois. Donc c'est pas évident. Maintenant, heureusement, bah, tu vois, Clément, on a pu parler, c'est rafraîchissant de voir des gens qui sont à ton stade, etc. Ce qui est bien aussi, c'est quand tu es dans un écosystème, tu vois, l'éducation par exemple, je fais aussi avec des gens qui sont dans ta niche et trop honnête. En fait, il y a un truc comme quand tu arrives en école, les gens te fait t'as une prépa ou t'es ASC, puis bah on est pareil, etc. Bah, ça facilite le lien. Bon, alors moi, a priori, dans l'éducation, c'est vachement des dinosaures. Donc moi, j'arrive un peu en mode pivot, ils m'aiment pas trop, pas du tout même la plupart. Donc c'est un peu aussi à dans mon cas spécifique, a créé la nouvelle génération. Mais tu vois, genre là, demain, je vais dîner avec des entrepreneurs, des gens qui sont avancés dans leur business. Et en fait, le lien, il se fait direct parce qu'on se comprend direct. En fait, c'est tellement un. Enfin, je sais pas comment expliquer sans paraître hautain, mais c'est tellement un monde à part que forcément, quand les gens vont faire la même chose que toi, vous allez vous reconnaître directement, vous allez avoir les mêmes problématiques, vous allez avoir les mêmes sujets. Donc le lien, il se fait hyper facilement quand tu es entrepreneur. Et après, ça doit voir, hein, moi, j'ai des potes dans l'e-commerce, par exemple, ils sont full solo à Bali, digital nomade, ils parlent à personne, etc. Ils marchent très bien. Et t'en as, ils sont grave en mode écosystème, ouais, viens, on fait des dîners, viens, on fait machin, viens, on fait machin. Moi, je suis plutôt solo dans mon coin, même si je sors, je commence à essayer de sortir ma dernière. En vrai, c'est assez facile, mais il faut être conscient quand même, en entrepreneuriat, c'est un game qui est où t'es solo, quoi. Où t'es solo, tu vas te débrouiller la plupart du temps. Et pour le mentor, moi, j'en ai trouvé un, si, alors, sur l'idée, pas monté quelqu'un qui m'accompagne actuellement, un mentor qui est prof EDEC, qui a monté une boîte, qui l'a revendue, etc. Et bah, c'était top parce que du coup, c'est pas Elon Musk, tu vois. Genre, il a pas fait des millions et des millions d'euros. Par contre, il était à des stades que moi, je suis pas encore. C'est un crack en organisation, il est beaucoup plus mature que moi, il m'apprend des trucs. Et je le conseille, enfin, pas parfait, mais si tu peux te faire mentorer, si tu as la chance de te faire mentorer, soit grâce à ton réseau, grâce à l'entrepreneur, c'est une putain de chance. Notamment en école, tu peux avoir des cracks dans l'entrepreneuriat au téléphone. C'est une putain de chance et faut pas avoir ce truc de. Au début, t'as de l'ego, tu dis je vais me démerder tout seul, machin. Fais-toi accompagner, tu vois, on parlait des contrats et tout. C'est des boulettes qui peuvent être évitées si tu t'es accompagné. Alors après, avoir l'accompagnement, si c'est gratuit, payant, etc. Mais pour moi, n'importe quel, là je me suis rendu compte qu'à n'importe quelle étape de mon business, à partir du moment où je me suis rendu compte que des mecs qui c'est 15 fois plus de thunes que moi, ils avaient un mentor, je me suis dit, mais en fait frérot, fais-toi accompagner par quelqu'un, alors t'as une raison de pas le faire. Donc moi je recommande et l'entrepreneuriat c'est quand même cool d'être entouré, donc dans ce milieu-là, c'est pas très bien. Ouais, c'est sur le côté voyage, enfin, est-ce que c'est solitaire ou pas, etc. Ouais, non, je suis d'accord avec Simon sur le côté que. Après, ça dépend, effectivement, c'est des associés depuis le début, des cofondateurs, etc. Moi, c'est vrai que j'ai quand même très très souvent avec Enzo, en l'occurrence. Donc, c'est pas limite, on se fait des limites 4 fois par semaine et tout. Mais par contre, effectivement, quand tu dois taffer, que tu dois tomber tes tâches et que peut-être parler à ton pote et il nous a dit, ok, toi, tu fais ça, moi je fais ça, bah, il faut faire. Et là, vous pouvez rester ensemble en Meet ou en Sociaux ou en Zoom quand vous aussi si vous voulez. Mais je veux dire, ça ne changera rien en fait que vraiment il faut tomber les tâches. Quoi. Et quand tu dois tomber les tâches, et quand j'ai un peu pas et dans ta feuille de concours, c'est toi qui vas le faire. Donc il y a des moments qui vont être très solitaires, souvent quand tu es en deep work, entre guillemets, vraiment, tu es en focus, tu vas tomber, tu vas aller vite. Et tu vas pas te mentir à toi-même, enfin, ça sert à rien. Tu vas vraiment faire des trucs qui font avancer le bateau. Donc ça, c'est solitaire. Après, effectivement, soit tu es complètement solo et tout le temps solo et bon, bah, il y en a qui kiffent ça. Moi, j'ai eu un associé, enfin, j'ai eu deux associés. Et sachant que je ne dis pas qu'il faut forcément s'associer, hein, il y en a beaucoup qui disent l'association c'est comme un mariage, et je trouve ça assez vrai. Et la part des boîtes faits, non pas forcément par rapport aux qui font pas d'argent et tout, mais c'est parce que l'association ne marche pas sur le long terme. Et donc il faut faire très attention à ça. Moi j'ai eu l'exemple d'une association qui a bien marché et qui a mal marché en même temps, sur une 3 et qui s'est passé les personnes m'en avec l'autre. Donc j'ai vraiment les deux exemples, ils peuvent avoir tête. Et donc ouais, moi je dirais qu'il faut bien réfléchir avec qui tu t'associes si tu as besoin d'être avec des gens qui sont en phase avec toi, qui ont la même vision que toi. Pas avec un mec que tu as essayé de convaincre et qui t'a dit ok vas-y on va voir, on va tester machin. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne complémentarité aussi. Et il y a plein de choses à faire pour s'associer avec la bonne personne. Et après en termes de mentorat, ouais je suis assez d'accord avec Simon. Mentorat ça peut être. Moi j'ai pas de mentor à prendre en relève, j'ai des mentors spirituels, Théolion, machin et tout, mais c'est des mentors qui m'ont donné la motivation et qui m'ont dit ok c'est possible d'y arriver, comment j'y arriverai. Mais si je suis avec moi au téléphone, ils me donnent des conseils, etc. Donc, mais je considère que c'est un peu des mentors. Peut-être aussi, ils n'avaient pas été là, je me serais jamais lancé, tu vois.
Donc ça, c'est les mentors spirituels. Après, des vrais mentors. Alors, on en a un peu, nous, avec Central, je sais, parce que la Central, ils ont un entrepreneuriat, et du coup, tu as des mentors comme ça, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, pour que le mentor soit pertinent, il faut qu'il ait des compétences, qu'il ait fait des trucs qui soient sur ta next step, ou alors ce que tu vises, etc. Et parfois, bah, quand on te met des mentors, tu vois, je sais pas, tu rejoins, je sais, je sais pas, des trucs comme ça, et qu'on te colle un mentor, bah, il y a une chance sur 1000 pour que le mentor il soit passé exactement par ton truc, dans ton domaine, dans ton secteur, machin. Donc finalement, je pense que le mentorat, c'est plus puissant si tu vas chercher le mentor dont tu as besoin. Tu vois, et que tu te dis, ok, mais ce mec-là, il a fait ce que je veux, ou cette meuf-là, il a fait ce que je veux atteindre, il est passé par ces étapes, il a probablement plein d'informations que moi j'ai pas, et ses conseils vont être pertinents par rapport à nous. Donc lui, c'est intéressant qu'il donne des conseils. Et là, c'est là qu'il faut avoir des couilles, il faut dire, je suis prêt à payer. Je suis prêt à lui dire, moi je te paye 200 € de l'heure pour faire du mentoring. Parce que je sais que ce que tu vas apprendre, ça peut te faire gagner une centaine de milliers d'euros. Et là, tu vas vraiment tirer quelque chose d'un mentorat. Et parce que si tu as un mentorat, mais que le type il t'apprend rien, ou même qui t'oriente dans des mauvaises directions, parce qu'il ne connaît pas vraiment ton business model, il ne connaît pas vraiment ton truc, il peut aussi te faire perdre énormément d'argent. Il peut te faire prendre des pires décisions de ta boîte. Donc il faut faire gaffe et il faut vraiment penser à par rapport à toi, même plus personnalisé. Et moi, j'ai jamais eu le temps, tu vois, et j'ai jamais trouvé la personne encore où je me suis dit, ok, cette personne-là, je me sens mentor. Tu je te m'entends. T'appelles des autorisations, Laisse tomber. c'est un peu chaud. Mais donc moi, j'ai pas trouvé de mentor parce que j'ai pas trouvé cette personne où je me dis, parce que oui, il y a des gens qui peuvent apprendre des trucs de façon générale sur l'organisation, comme je disais, sur machin, etc. Mais moi, quitte à avoir un mentor, tu vois, je préfère payer cher et que derrière, la personne soit vraiment son élève et qu'elle soit focus sur moi et qu'elle ait pas 10 personnes en même temps et que vraiment elle ait un vrai impact sur son business, que je sois sûr de moi et que ce soit sûr, tu vois. Plutôt que du mentorat gratuit, parfois on peut avoir avec les écoles, où on fait des petits pèlerinages, de toi. Tu vois. Donc bon, c'est un peu subtil, mais je pense que ça va pas à question. En tout cas, tous les mentorats ne se valent pas. En tout cas, merci beaucoup pour la conférence. Et si vous voulez, on peut continuer avec des gagnants locaux pour continuer l'échange avec la coaching. Voilà, on est tellement loin du monde, on va rester un peu. D'accord, bon plaisir. Ouais, peut-être. Merci, merci. Merci.